Bonsoir et bienvenue à cette 43e édition des Rendez-vous de la CAF. Merci d'être là. Merci à la Maison des Projets de Buxerolles aussi de nous accueillir dans sa rotative. C'est une très belle salle. Moi, je suis Romain Mudrac, je suis journaliste, médiateur, modérateur. Je suis très heureux d'être là ce soir parce que le thème m'intéresse beaucoup à titre perso. Et merci aussi aux interprètes en langue des signes qui vont nous accompagner toute cette soirée. Alors, je vous indique tout de suite qu'un questionnaire est disponible sur vos chaises. L'idée, c'est que vous donniez votre avis sur l'organisation et sur les thématiques futures. Une urne est à la sortie, justement. Vous pourrez les déposer en repartant. Et pour finir, dans les messages à caractère obligatoire, je vous signale que cette soirée est enregistrée, qu'elle sera disponible sur YouTube, la chaîne de la CAF de la Vienne, dans les prochains jours. Et c'est pourquoi je vous invite à éteindre tout de suite vos téléphones portables et puis à attendre le micro tout à l'heure quand vous serez amené, si vous le souhaitez, à poser des questions. Comme ça, on aura aussi les questions en plus des réponses. Ce soir, c'est un grand soir. C'est un grand soir. La Caisse d'allocation familiale de la Vienne nous invite à vivre un très bon moment encore ce soir. Comme vous le savez, tout à l'heure, nous allons recevoir le pédopsychiatre Daniel Marcelli, avec lequel nous pourrons parler éducation des jeunes enfants. Et voilà, ça va être vraiment un très bon moment, avec plein de bonnes questions, j'en suis sûr, de la salle. Avant cela, je laisse la parole au président du conseil d'administration de la CAF de la Vienne, monsieur Omar Mbaye. Bienvenue. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir en tant que président du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale pour ce 43e rendez-vous de la CAF. Sachez que c'est toujours un plaisir de pouvoir proposer ces temps de réflexion et d'échange qui nous permettent de cheminer dans notre rôle de parents. Nous avons également la joie de recevoir à nouveau le professeur Marcelli, qui nous a déjà fait l'honneur d'intervenir sur différents sujets avec son œil d'expert et son discours toujours très attentionné vis-à-vis des parents. Ce soir, nous l'avons invité pour nous éclairer sur l'éducation dans un contexte de société où l'autorité parentale et la place de l'enfant dans les familles prennent une dimension nouvelle. Dans son dernier ouvrage, qui s'intitule « Trop de choix bouleverse l'éducation », le professeur Marcelli nous interpelle avec cette affirmation. Y aurait-il des risques à laisser son enfant choisir? Sur quel registre et à quel âge peut-on lui laisser le choix? Quelles sont les incidences sur son développement, dans son rapport aux autres et au monde? Nous remercions par avance le professeur Marcelli, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, de nous apporter son éclairage sur ces questions, de nous guider en tant que parents pour favoriser le meilleur et éviter le pire dans l'éducation de nos enfants, de la petite enfance à l'adolescence. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors voilà, ce rendez-vous de la CAF, c'est toujours un moment particulier. Vous savez, une fois par an, grâce à la Caisse d'allocation familiale de la Vienne, le public a la possibilité de rencontrer un expert, des experts renommés dans leur domaine, et de converser avec eux. Ça, c'est vraiment une chance. Cette année, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Daniel Marcelli, pédopsychiatre, qui a exercé pendant plusieurs années à Poitiers. Et j'ai appris aussi, juste avant d'arriver ici, que le professeur Marcelli était à l'origine des rendez-vous de la CAF. Il y a quelques années, du coup, maintenant, mais était à l'origine de ce rendez-vous et qu'il l'a animé pendant plusieurs années. C'est un retour aux sources pour lui, en quelque sorte. Avec lui, nous allons parler d'éducation. Doit-on laisser son choix, le choix à son enfant sur tous les sujets, à n'importe quel âge? C'est le thème central de l'échange que nous allons avoir ce soir ensemble. Alors, évidemment, nous toutes et tous, nous souhaitons stimuler l'autonomie de nos enfants, en faire des individus aptes à choisir dans notre société pour ne pas se faire manipuler. Mais les laisser choisir, surtout,
est-ce que c'est pas finalement leur donner l'illusion que leur désir domine le monde, de quoi leur poser des problèmes finalement quand ils seront confrontés au monde pour de vrai? Ça, c'est une question qu'on va aborder évidemment. Comment les enfants interprètent-ils cette situation? Sont-ils capables de choisir à tout âge? Et finalement, les parents bienveillants que vous êtes et que nous sommes, que je suis, j'espère, mettent-ils finalement pas en réalité leurs enfants dans des situations impossibles à gérer, quitte à même à nuire à leur bon développement? J'ai l'impression qu'un peu que la réponse, elle est un peu dans la question que je viens de formuler. Mais pour préciser tout ça, je vous demande d'accueillir chaleureusement le professeur Daniel Marcelli. Vous êtes l'auteur avec le psychologue Antoine Perrier du livre « Trop de choix bouleverse l'éducation ». Il est ici, juste devant, paru en 2023 aux éditions Odile Jacob. Ça sera là, évidemment le cœur du sujet qu'on va aborder ce soir. Je vous laisse la parole, autant que vous voulez, dans un premier temps. Et puis, ça permettra de poser le débat. Et ensuite, on abordera quelques questions. Le micro, je vous le laisse là, celui qui est sur la table. Ouais. Merci à vous tous qui êtes présents. Merci donc au président, à M. Mbaye, qui est le président de la CAF, à notre directeur, M. Tête-Doigt. Merci à vous, M. Mudrac. Et merci aussi à ces personnes, Mme Loiseau et Mme Daoud, qui m'ont accueilli. Je voulais aussi saluer Mme Laprie, avec laquelle nous avions initié, Mme Loiseau initié ensemble ces premiers rendez-vous de la CAF, puisque nous en sommes au 43e. Donc c'est quelque chose qui s'est pérennisé. Alors avec vous, là, je voudrais réfléchir sur ce que j'appelle les nouvelles conditions de l'éducation et qu'est-ce que ça entraîne, comment les parents sont un peu pris au piège des recommandations de la société. Dans l'immense majorité des cas, les parents veulent bien faire. Ils veulent bien faire, donc ils veulent suivre un peu ce qu'on leur dit pour obtenir le meilleur pour leurs enfants. C'est en général leur souci. Mais aujourd'hui, il y a des principes éducatifs qui se posent des questions par rapport aux besoins réels des enfants. Ces principes éducatifs étant très pris dans une forme d'idéologie nouvelle dont je parlerai. Alors, je ne peux pas mieux commencer que par quelques exemples comme ça qui sont glanés dans la vie quotidienne. Premier exemple, vous avez peut-être, certains d'entre vous ont vécu ça ou en tout cas entendu. Voilà un enfant de 3 ans qui rentre en petite section de maternelle. Bon, il sait peut-être pas encore bien mettre ses chaussures ou aller faire pipi tout seul ou des choses comme ça. Et au bout de 3 jours, 4 jours, quand l'institutrice rencontre les parents, elle dit « Ah ben quand même, votre enfant, il n'est pas tout à fait autonome, il n'est pas assez autonome. » Franchement, qu'est-ce que ça veut dire de la part d'une enseignante à propos d'un enfant de 3 ans, dire « il n'est pas assez autonome, il n'est pas autonome ». Comme si effectivement le principe même c'était l'autonomie. Est-ce qu'à 3 ans, on est autonome ? C'est un problème. Or, cette institutrice, bon, elle a fait des études, elle n'est pas bête, elle a même certainement un bon niveau intellectuel. Et si elle dit ça, bon, je vais le dire tout de suite, si elle dit ce que je considère comme une ânerie, parce que votre enfant n'est pas autonome, si elle dit ça, c'est parce qu'elle est prise dans une idéologie de la société. L'idéologie de la société qui fait qu'un enfant soit autonome. Alors l'autonomie, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait, c'est un mot qui n'a pas comme la chaise, qui n'a pas de réalité concrète. La réalité concrète, qu'est-ce que c'est que la réalité concrète de l'autonomie ? C'est le pouvoir choisir, c'est avoir le choix. Et donc effectivement, aujourd'hui, les parents, avec les tout petits enfants, dès la naissance, avec l'idée qu'il doit être autonome, ne cessent de lui proposer le choix. Et voici une séquence après l'école, dans une ville du centre de la France, tout à fait tranquille. Cette maman tient sa fillette qui doit avoir 3-4 ans par la main, et elle se penche vers elle, et elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» Et moi j'étais derrière, je marchais derrière,
Et j'avais vraiment l'impression que c'était une question presque quotidienne. C'était pas quelque chose de festif. C'était énoncé d'une manière banale. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? C'était pas une ville révolutionnaire, c'était au Puy-en-Velay. Vous voyez, quand même, on fait comme ville révolutionnaire, on fait mieux. Donc voilà, une petite fille. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Une petite fille a regardé sa maman. Et effectivement, quand on demande à un enfant de 3 ans qu'est-ce que tu veux manger ce soir, l'extrême probabilité, c'est qu'ils disent la même chose qu'hier, avant-hier et avant-avant-hier et tous les jours de la semaine. Donc c'est prendre le risque de le voir s'enfermer dans des goûts alimentaires très, très limités et très contraints. Autre exemple, j'étais dans une activité sportive. Ça se passait à Poitiers, hein. Et là, une des encadreuses, des personnes que je connaissais, des entraîneurs qui faisaient de l'entraînement, me dit: ah ben Monsieur Marcelli, vous savez ce que je faisais? Ah ben j'aimerais bien vous parler de ma fille. Ah bon, j'ai dit bon bah écoutez, dès que j'ai fini, on en parle. Donc je termine mon exercice. Et puis elle a à la fin dit: bah, écoutez, voilà, la vie avec Zoé est devenue absolument infernale. La vie de Zoé est jamais contente, elle est toujours en train de râler, elle a l'air toujours jamais satisfaite, elle râle tout le temps. Pourtant, vous savez, Monsieur Marcelli, on n'arrête pas de lui dire: Zoé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous ce que tu veux. On n'arrête pas de lui poser la question. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça s'est passé hier soir, c'est pour ça que je vous en parle. À la fin du repas, il y avait 2 yaourts, un yaourt à la fraise, un yaourt à la vanille. Alors je dis à Zoé, lequel tu veux? Alors Zoé, elle prend le yaourt à la fraise, donc voilà, donc moi je prends le yaourt à la vanille, je le mange, et puis comme elle traîne, j'avais quasiment fini le yaourt à la vanille, et là Zoé, elle me dit: mais pourquoi t'as mangé le yaourt à la vanille? Voilà, donc bon, je le dis: écoute, c'est toi qui as choisi la fraise, bon maintenant c'est fini, tu finis ton yaourt, et on va se coucher. Bon, elle râle un peu, elle va se coucher. Au bout d'une demi-heure, la voilà qui pleure. Alors là, j'en avais marre, j'ai dit à son père: allez, va t'occuper de ta fille. Papa, elle y va, et puis ça pèse à moitié. 1 heure après, à nouveau des cris. Le père y va, et là, papa il finit par dire: écoute, elle veut absolument, Zoé veut que tu viennes la voir. Bon, la maman vient. Pourquoi t'as mangé le yaourt à la vanille? Alors elle a dit: là, j'ai pété les plombs. Là, j'ai pas supporté, j'ai pris ma fille sous le bras, j'ai pris sa couverture, j'ai pris son doudou, et je l'ai emmené au garage, et je l'ai mis dans la voiture à l'arrière. J'ai dit: écoute, là maintenant Zoé, si tu veux pas dormir, si tu continues à faire la comédie, tu vas dormir là, parce que papa et maman, ils ont besoin de dormir, ils travaillent demain, et ça suffit. Alors, Zoé, elle s'est calmée, parce qu'elle avait peut-être quand même pas envie de dormir dans le garage, et donc elle est revenue dormir dans sa chambre, et ça s'est passé comme ça. Et alors la maman me dit: mais quand même, c'est elle qui avait le choix. Vous ne croyez pas qu'elle est un peu caractérielle? Vous voyez, qu'elle est un peu caractérielle. Alors bon, je lui ai dit à l'époque, j'ai dit: vous savez, c'est un peu compliqué. J'ai dit: vous savez, les enfants à cet âge-là, ce qu'ils regardent, c'est ce que les mangent les parents, et probablement qu'elle a trouvé, comme vous aviez mangé du yaourt à la vanille, et qu'elle ne sait pas trop ce que c'est que la vanille, alors que la fraise, elle sait bien ce que c'est. Donc elle a dû choisir la fraise, mais elle vous a vu manger la vanille, donc elle a eu envie. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est yaourt nature tous les soirs, comme ça sera plus tranquille, plutôt que de le mettre dans d'autant que je ne sais pas si un enfant de 3 ans a la capacité vraiment à discerner le goût entre la vanille et la fraise, et lequel elle préfère. Et je lui dis: écoutez, vous savez, vous l'encombrez, votre fille, vous la mettez dans des choix pas possibles. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de lui dire: écoute, voilà, c'est comme ça, tu fais comme ça, et puis une fois de temps en temps, vous lui dites: bon, tu choisis, mais une fois de temps en temps, une fois 2-3 fois dans la semaine, mais pas plus. Et cette maman, 2-3 mois plus tard, je la revois. Elle me dit: on a fait ce que vous disiez, mais alors elle est complètement transformée. Elle est contente, elle fait ce qu'on lui dit, et elle est toute contente, elle est heureuse. Elle est transformée. Voilà des parents qui me connaissaient, m'avaient fait confiance, et on est arrivé à une période où c'est encore relativement facile. C'est vous montrer le poids que représente le choix. Alors, à côté de ces choix, il y a aussi les déclarations d'amour. Je t'aime mon chéri, dis-moi que... Alors, je t'aime mon chéri, bon, encore ça va, mais dis-moi que tu m'aimes. C'est-à-dire, il y a la demande du parent à l'enfant: dis-moi que tu m'aimes. Il y a une espèce presque de chantage affectif. Entre parenthèses,
quand on dit je t'aime mon chéri à son enfant et qu'on dit je t'aime mon chéri à son mari, je ne sais pas comment un enfant de 3-4 ans peut comprendre la différence entre un amour pour les enfants et un amour pour le conjoint. Donc les latins avaient un mot à propos des enfants, ils disaient on ne doit pas aimer ses enfants, on doit avoir de la philia pour ses enfants. C'est-à-dire un mélange d'amitié, d'estime, d'attention, de bienveillance, mais pas d'amour, parce que l'amour c'est réservé aux adultes. Et donc effectivement il faut faire attention quand on utilise les termes. On est là vraiment dans une dimension presque de séduction au niveau de l'enfant. Et puis, il y a aussi des modèles, des nouveaux principes éducatifs. C'est la stimulation. Les enfants sont stimulés. Montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi ton dessin. Fais-moi un beau dessin. Allez, montre-moi comment tu montes les escaliers. Et on est passé donc, en quelques années, on est passé les 4 principes éducatifs qui sont à la base aujourd'hui des comportements des parents. C'est l'exhortation. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est un peu la séduction, je t'aime mon chéri, dis-moi si tu m'aimes. Voilà, une forme de, allez, tu fais ça, si tu fais ça, tu sais bien, maman, elle va être malheureuse si tu fais ça. C'est un peu le chantage affectif. Donc, l'exhortation, la séduction, l'autonomie et le choix. Autonomie et choix. Voilà, exhortation, séduction, autonomie et choix. Qui sont les 4 principes éducatifs qui sont appliqués aux enfants depuis le début de ce siècle, quasiment dès leur naissance. Alors ces principes éducatifs, ils tranchent terriblement, ils sont même à l'inverse des principes éducatifs traditionnels. Les principes éducatifs traditionnels, c'était exactement l'inverse. C'était effectivement, plutôt que l'exhortation, c'était l'interdit. Je t'interdis de faire ça. Hein, et puis si tu fais ça, je te menace. La menace physique, la gifle ou la fessée, ou la menace morale, va dans ta chambre, je veux plus te voir. C'était une forme de répudiation. Voilà. Donc c'était l'interdit, la menace, c'était le commandement, ce qu'on appellera par rapport à autonomie, le mot opposé à autonomie, c'est hétéronomie. Hétéronomie, c'est quand on agit sous le commandement de quelqu'un. On n'est pas dans l'autonomie, on est dans l'hétéronomie, c'est-à-dire on se mobilise à partir de quelqu'un d'autre et pas par rapport à soi-même. Donc c'est l'interdit, la menace, l'hétéronomie, et la prescription. Tu fais ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu fais comme ça et tu fais pas autrement. Donc ces 4 principes étaient complètement à l'envers des 4 que je vous ai énoncés. J'ai le souvenir de cet enfant qui était sur la plage en fin de journée. Elle devait avoir 3-4 ans. Et il y avait ses 2 parents avec un bébé qui devait avoir 6 mois, qui était dans son couffin. Vers la fin de la journée, la maman dit à sa fille, allez, tu viens là, il faut que tu ranges parce qu'on va rentrer. Bon, c'était en été, donc il faisait encore jour, il devait peut-être être 7-8 heures, enfin voilà, il faisait largement jour. Et la petite fille, évidemment, elle n'avait pas du tout envie de rentrer, elle était avec son seau, elle allait de la mer à ses pâtés de sable, elle faisait des va-et-vient en faisant couler son seau, enfin vous connaissez l'activité des petits comme ça au bord de la mer. Et puis donc tout doucement la maman commence à emmailloter le bébé, préparer les affaires, et puis la petite fille elle continuait. Et puis la maman dit je t'ai dit d'arrêter, je t'ai dit qu'on va s'en aller. Puis la petite fille elle continuait. Et là la maman, il y avait très longtemps que j'avais pas entendu ça. Elle lui dit écoute, si tu viens pas avec nous, on va te laisser là, il va faire noir et le loup va venir. Donc 3 menaces, l'abandon, le noir et le loup. Ça fait beaucoup, hein? 3 menaces, l'abandon, le noir et le loup. La petite fille, je l'ai vue en 10 secondes s'effondrer sur elle-même, se recroqueviller. Elle est devenue toute triste. Elle a pris son seau, sa pelle. Elle a pris la main de la maman, puis elle est partie en courbant les épaules, miséreuse et craintive. Voilà quels étaient les modèles éducatifs traditionnels. Faire peur à l'enfant, le menacer, etc. C'était tellement courant qu'on ne s'en rendait pas compte. Et ça rendait ces enfants un peu repliés sur eux-mêmes, un peu inhibés, un peu coincés. Hein, donc, voilà. Il y avait d'ailleurs une expression, la débilité motrice. Ces enfants qui étaient, voilà, il y a une expression qui a quasiment disparu pour ces enfants maladroits et qui renversaient les choses. Vous voyez, on disait qu'ils étaient empotés. Est-ce que vous entendez aujourd'hui des parents dire que mon enfant il est empoté? Dans le Poitou-Charentes, d'ailleurs, ils dépotent les gamins.
C'est-à-dire, ils sortent de leur peau. Un enfant empoté, c'est un enfant qui a un pot tellement petit pour grandir qu'il est coincé, qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Voilà. Et les enfants empotés, j'en ai vu bon, on appelait ça de la débilité motrice. J'en ai vu beaucoup dans les années 70 quand j'ai commencé à travailler. Donc, qu'est-ce qui s'est... Alors, voilà. Donc, en quelques 20 ans, les conditions de l'éducation ont radicalement pivoté et de manière soudaine. Ça a commencé dans les années 75, j'en dirai quelques mots, et ça s'est achevé au début de ce siècle. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, au début de ce siècle, donc les jeunes qui ont maintenant 24 ans ont été élevés comme ça, c'est des enfants qui sont élevés avec les nouveaux principes éducatifs, exhortation, beaucoup de séduction, autonomie et choix. Alors, le problème, qui est donc contenu dans ce livre, c'est la question du trop. Et derrière, il y a les questions du trop, il y a la question avant et aujourd'hui. Je voudrais tout de suite dire que je fais partie des gens qui ne disent jamais qu'avant c'était mieux qu'aujourd'hui, ou qu'aujourd'hui c'est moins bien qu'avant. Je ne mets pas de hiérarchie de valeurs en ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Je dis simplement, et ça c'est une certitude, avant c'était pas pareil qu'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est pas pareil qu'avant. C'est différent. Mais je ne mets pas de hiérarchie dans cette différence, c'est-à-dire dire que l'un était mieux que l'autre. D'ailleurs, entre nous soit dit, aujourd'hui, constater une différence sans constater une hiérarchie, c'est un vrai problème. Par exemple, constater qu'un homme, c'est pas tout à fait pareil qu'une femme, et qu'une femme, c'est pas tout à fait pareil qu'un homme, ça me paraît fondamental, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie entre un homme et une femme. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, et vice-versa. Donc, constater une différence, c'est essentiel, sans mettre de hiérarchie. Avant, c'était différent, et il y a plein d'exemples je pourrais vous en donner, qui montrent qu'il y a des pathologies qui existaient avant, qui n'existent plus, et des pathologies qui n'existaient beaucoup moins avant, et qui sont apparues aujourd'hui. Donc quand on parle des pathologies d'aujourd'hui, on oublie des pathologies qui ont disparu, et qui ont régressé. Et donc il faut aussi prendre ça en considération. Alors, l'autre élément, c'est le trop. Trop de choix, trop d'interdits, trop de ceci, trop de cela. Quand on est dans le trop, on est dans le dogmatisme, c'est-à-dire qu'on applique des recettes. Et chaque fois dans l'éducation qu'on applique des recettes, c'est pas un enfant qu'on élève, c'est des principes qu'on applique. Et au fond, il faudra que l'enfant il se soumette à ces principes. Et c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Alors effectivement, on dit souvent que élever un enfant, c'est être dans le juste milieu. Élever un enfant, c'est être dans l'équilibre. Alors je dis souvent, le juste milieu, si vous vous décalez d'1 centimètre, vous n'êtes plus dans le milieu. Dans une balance avec 2 plateaux, si vous mettez 5 grammes d'un côté, en plus, vous êtes plus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'élever un enfant, il faut accepter d'être dans l'instabilité permanente. Dans l'instabilité permanente, c'est-à-dire de se réévaluer, de changer. Ce qui était pertinent aujourd'hui ne l'est peut-être pas dans 6 mois, etc. C'est une forme d'instabilité. Et chaque fois qu'on veut être dans une ligne comme ça qu'on applique, on est dans le dogme et on n'est plus dans l'éducation d'un enfant. On est en train de le dresser, de le formater, de le contraindre. Donc c'est ça qui est difficile dans l'éducation, c'est de ne pas être dans le trop et de rester dans le juste équilibre. Mais le juste équilibre, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué et comme je l'ai dit, c'est une forme d'instabilité. Donc dans le problème du choix, c'est le trop. Alors on va voir maintenant qu'est-ce que donne le trop à propos du choix et pourquoi on en est arrivé là. Alors la première chose, je voudrais quand même brièvement évoquer les raisons qui nous ont amenés à ça, mais très très brièvement, à ces 4 principes aujourd'hui. Alors la première chose qui est apparue, fondamentale, c'est l'irruption du bébé. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de l'irruption du bébé? Avant, un enfant à la naissance, on l'appelait un nourrisson, un nouveau-né et un nourrisson. Le nourrisson, c'est celui qu'on nourrit. A priori, il ne sait pas se lever pour aller chercher son biberon dans le frigo. Le bébé, c'est celui qui est compétent. Un bébé, c'est compétent. Il y a eu une émission à la télé qui avait fait beaucoup de succès et qui avait retenu l'attention. Cette émission s'appelait « Le bébé est une personne ». Et ça montrait qu'un bébé, dès la naissance, il avait des compétences. Et que ces compétences étaient parfois extraordinaires. Ma grand-mère était persuadée que les nouveau-nés étaient aveugles, ne voyaient pas.
Pourquoi ? Parce que quand il y avait un nouveau-né dans une pièce et qu'on passait à 2-3 mètres de distance, le bébé ne regardait pas des yeux, ne suivait pas des yeux. Donc le bébé, il était aveugle. Et j'avais beau lui dire, tu sais, grand-mère, quand on se met à 20 cm de la rétine du bébé, des yeux du bébé, 20 cm, un nouveau-né, ça suit parfaitement. On peut bouger le doigt et le nouveau-né, il va suivre ton doigt. Parce que comme il n'a pas de réflexe d'accommodation, le nouveau-né peut voir à 20 cm parfaitement. Mais à 3 mètres, il voit flou, il voit pas bien. Et donc, effectivement, un bébé, ça voit. Mais elle voulait pas démordre. Un bébé, c'est aveugle. Voilà. Et donc, aujourd'hui, toutes les jeunes mamans savent qu'un bébé, c'est capable de voir, ça suit du regard, ça préfère l'eau sucrée à de l'eau plate, ça reconnaît l'odeur de la mère, ça reconnaît la langue maternelle, enfin, tout ce qu'on appelle les compétences des bébés qui se sont été beaucoup développées et se sont trouvées décrites dans les années 70-80 par là. Et à l'époque, dans les médias, dans les journaux, très vite, on apprenait les nouvelles compétences des bébés, c'était extraordinaire. Et de ce jour-là, les principes éducatifs ont commencé à pivoter. Jusqu'à présent, l'objectif des nourrissons, être immatures et vulnérables, c'était de leur apporter ce qui leur manquait. Donc de leur apporter des principes éducatifs. À partir du moment où le bébé est compétent, l'objectif des parents, c'est de stimuler les compétences du bébé, de stimuler les compétences de cet enfant particulier pour développer son potentiel et qu'il soit épanoui. Potentiel et épanouissement, c'est les deux mots de l'éducation majeure. Et pour stimuler le potentiel et l'épanouissement, il faut l'exhorter à faire. Il faut un peu le séduire. Mais oui, mon chéri, mais oui, allez, vas-y, tu vas y arriver. Allez, oui, c'est parfait. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Donc ces deux principes-là sont devenus des éléments essentiels. Et d'ailleurs, on a inventé un mot nouveau, et toutes les CAF de France ont ce mot à la bouche en permanence, puisque pour stimuler les compétences des bébés et des enfants, et stimuler leur potentiel, faire qu'ils soient épanouis, il faut que les parents eux-mêmes aient des compétences en miroir. Et les compétences en miroir, ça s'appelle la parentalité. La parentalité, c'est la compétence des parents pour répondre aux besoins de compétences des bébés, aux besoins développementaux des petits. Donc on a inventé ce terme. Avant, on était parents, parce qu'on était né avant l'enfant, et parce qu'on était né avant l'enfant, on avait autorité sur l'enfant. Dans le système de la parenté, le parent a autorité sur l'enfant. Dans le système de la parentalité, c'est les besoins développementaux de l'enfant qui font autorité sur les compétences des parents. Les compétences des parents ont le devoir de répondre aux compétences, aux besoins développementaux de l'enfant. Donc vous voyez, ça renverse la problématique et ça complique. On n'arrête pas de parler de l'autorité. Eh bien, on n'a pas compris que, en développant cette idée d'un bébé compétent, son potentiel, etc., son épanouissement, on modifiait radicalement la position des parents. Et la deuxième chose qui est fondamentale, et que vous savez tous, c'est que chaque enfant a des compétences particulières. Cet enfant-là, il n'a pas les mêmes compétences que son frère ou sa sœur, ou le voisin, le cousin, la cousine. Ce qui veut dire que si on est attaché à développer les compétences de cet enfant-là, eh bien, il faut singulariser son éducation. C'est plus des principes éducatifs qu'on lui applique. On va, compte tenu des compétences de cet enfant, essayer de s'adapter aux besoins développementaux de cet enfant précis. Et c'est ce que font tous les parents et ce que l'école est sommée de faire pour chaque enfant. Dans une classe de première année de CP, eh bien, l'enseignant est sommé de s'adapter aux compétences de chacun et de faire en sorte que chacun en ait pour une bonne stimulation pour ses compétences et soit reconnu dans ses moindres compétences, etc. Donc on voit bien que l'éducation, c'est singulariser. Ça, c'est le premier point qui est, je dirais, le point technique, le point scientifique, le nouveau regard sur les enfants qui sont devenus d'un seul coup des bébés compétents. Le deuxième point, pratiquement dans la même période, ça date des années 75-80, c'est effectivement le passage de l'idée de sujet à l'idée d'individu. Aujourd'hui, quand on parle des êtres humains, on parle volontiers d'individus. Or, auparavant, c'était pas ça. On parlait de sujet. Et je crois qu'il faut bien comprendre quel est le sens du mot sujet. La première définition du mot sujet, le sujet, c'est celui qui est soumis à l'autorité du Seigneur, qui est sous l'autorité du Seigneur.
Le concept de sujet, c'est un concept éminemment lié à l'autorité et à la verticalité, sous l'autorité du Seigneur. Alors le Seigneur, c'est soit le Seigneur moyenâgeux, soit le Dieu, soit le chef de famille, soit le roi, soit le chef d'entreprise, etc. Voilà. Et l'autorité, ça vous tombe dessus d'une manière verticale. Tout autre est la notion d'individu. L'individu, dans la philosophie du XVIIIe puis du siècle, c'est celui qui s'émancipe de l'autorité paternelle en particulier, et de l'autorité du roi. S'émancipe. C'est-à-dire, en s'émancipant, eh bien, il s'approprie sa propre vie et il décide de vivre pour lui. Voilà. Et les sociologues, dans le courant du XXe siècle, vont définir l'individu par ces deux caractéristiques. L'individu, c'est celui qui est autonome, autonomos, c'est-à-dire qui vit lui-même sur ses propres lois. Nomos, c'est la loi. Autonomos, ce sont mes lois à moi. Mes lois à moi, c'est-à-dire mes désirs, mes choix, etc. Et effectivement, la caractéristique de l'autonomie, c'est le choix. Donc, autonomie et choix, ce sont les deux principes fondateurs de l'individu. C'est-à-dire que, concrètement, l'individu, il se marie avec qui il veut, il fait le travail qu'il a envie, il vit dans la ville où il a envie, il a les loisirs qu'il veut, il choisit éventuellement la religion qu'il a envie, il choisit d'adhérer à telle ou telle activité, il choisit sa sexualité, et je veux dire aujourd'hui, il choisit son genre, il choisit son sexe. L'individu, il choisit. Alors cette condition d'individu, elle a caractérisé les hommes depuis à peu près 2-3 siècles. Depuis 1750-1800, les hommes éclairés, quelques-uns, pouvaient devenir des individus. Mais ces individus étaient des chefs de famille qui gardaient leurs femmes et leurs enfants sous leur autorité. Tout le XXe siècle, ça a été le siècle de l'émancipation des femmes qui, dans les pays occidentaux, j'insiste là-dessus, dans les pays occidentaux, les femmes ont acquis l'égalité des droits avec les hommes, et les femmes sont devenues des individus. On ne pratique plus le mariage arrangé, les femmes étudient, choisissent leur métier, peuvent avoir une carte bancaire, peuvent aller travailler sans demander l'autorisation au mari. Je vous rappelle que tout ça, avant 1970 et 75, c'était interdit. Une femme mariée n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation du mari, ni d'avoir un compte bancaire, et un carnet de chèques. Et il fallait qu'elle demande l'autorisation du mari. Je m'adresse aux jeunes femmes, vous voyez, c'est un monde dont vous n'avez aucune idée. Seules les plus anciennes, ici, en ont quelques souvenirs. Et même mesdames, les jeunes, quand vous vous mariez, vous ne sacrifiez pas votre corps au désir de votre mari. Jusqu'à, il y a des années 80-80, qu'il y a eu un procès, une femme mariée était dépossédée de son corps. Elle devait satisfaire au devoir conjugal, même si elle n'en avait pas envie. Et celle qui ne le faisait pas, c'était pas une bonne épouse. C'était vraiment une femme peu appréciée. Et donc, vous voyez aujourd'hui, une femme qui se marie reste propriétaire de son corps. Donc les hommes, les femmes, à la fin du XXe siècle, étaient devenus des individus. Mais ces hommes et ces femmes individus avaient été élevés depuis leur enfance en étant sous l'autorité de l'autorité parentale, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez comment s'appelait l'autorité parentale avant la loi de 1975. La loi de 1975 a introduit l'autorité parentale éventuellement conjointe, mais ça ne s'appelait pas du tout comme ça avant. Avant 1975, il n'était même pas question d'autorité. C'était la puissance paternelle. La puissance paternelle. Vous voyez, le terme veut dire exactement ce qu'il veut dire. Et la femme était soumise à la puissance paternelle. Et elle avait éventuellement autorité sur ses enfants par délégation du père, par délégation du mari. Et donc, vous voyez comment c'était un système vertical, bien cadré, etc. En mettant les femmes à égalité juridique, la puissance paternelle ne pouvait plus tenir, donc on a inventé l'autorité parentale. Et comme il y avait, en cas de divorce, on a dit l'autorité parentale conjointe. Et donc ça a déjà complexifié les choses, mais pour permettre aux femmes d'accéder à un statut d'individu. Peut-être une petite remarque. Je parle du mot femme. Vous avez l'air de croire que c'est un mot facile à comprendre.
Mais si vous lisez le dictionnaire de Larousse de 2020, vous verrez comme première définition, femme, être humain de sexe féminin. Bon, allez, on va être d'accord. Femme, être humain de sexe féminin. Mais si vous prenez le Larousse de 1900, donc un petit siècle avant, femme, première définition, épouse du mari. N'oubliez jamais qu'un être humain de sexe féminin de 25 ans qui n'était pas marié, c'était une vieille fille. C'est-à-dire que l'être humain de sexe féminin n'existait que dans son rapport social. Soit elle était l'épouse d'un mari, soit elle était la fille de son père. Mais elle n'avait pas d'existence sociale personnelle. Donc quand vous lisez des romans du 19e siècle et il y a le mot femme, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'aujourd'hui. Il faut bien comprendre. Et précisément, voilà, les femmes de mauvaise vie, c'était celles qui, des êtres humains de sexe féminin, pas vraiment mariés, et qui s'autorisaient à faire de leur corps ce qu'elles avaient envie. Donc, vous voyez un peu l'évolution. Alors, le problème, c'est que hommes et femmes étaient élevés comme des sujets, sous l'autorité du père, et s'émancipaient à l'adolescence. C'était même, quand j'ai commencé, la définition de l'adolescence, qui était la période de séparation, individuation. On s'éloignait des parents et on s'affirmait comme individu. À partir du tournant de ce siècle, non seulement les femmes et les hommes sont des individus, mais comme tous les hommes et toutes les femmes étaient des individus, on s'est mis à considérer les enfants, dès leur naissance, comme s'ils étaient des individus. Et on leur a appliqué, au tournant de ce siècle, ces deux règles de l'individu, l'autonomie et le choix. Et comme nous sommes dans une société d'individus, l'objectif des parents est d'élever leurs enfants pour qu'ils accèdent dans la société dans la plénitude de leur individualité. Le problème, c'est que dans la plénitude de leur individualité, dans l'exacerbation de leur individualisme, il y a un chemin extrêmement étroit. Extrêmement étroit. Et qu'effectivement, le trop, c'est là où le trop peut poser des problèmes. Parce qu'effectivement, quand tous les jours... Alors voilà comment on en est arrivé. D'un côté, les compétences du bébé. De l'autre côté, le statut de l'enfant qui devient un individu dès la naissance. Et vous avez les 4 principes éducatifs qui sont devenus la base même. Exhortation, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, montre-moi comment tu fais. C'est-à-dire qu'il faut laisser à l'enfant la capacité d'agir, l'autonomie de l'action, en fait. Voilà, montre-moi comment tu fais. Deuxièmement, mon chéri, etc., les déclarations d'amour. On pourrait en discuter. Troisièmement, l'autonomie. Quatrièmement, le choix. Voilà les 4 principes qui guident aujourd'hui les parents qui essaient de faire au mieux dans ce que la société leur dit de faire. Et le problème, c'est effectivement quand c'est trop, comme Zoé tout à l'heure, comme la petite fille, qu'est-ce que tu veux manger, etc. Parce que quand c'est trop, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des choses un peu problématiques. D'abord, est-ce que les enfants sont si heureux que ça quand sans arrêt on les laisse choisir ? La petite Zoé, c'est caricatural et je pense qu'il y en a plein parmi vous qui voient. Ces enfants, quand on les laisse toujours choisir, ils sont pas si heureux que ça. Ils ont l'air malheureux ou ils n'ont pas l'air contents. Ils sont jamais satisfaits. Et d'ailleurs, quand on leur donne ce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qui se passe en général ? Comment ? Ils veulent autre chose, ils changent d'avis. Ils veulent immédiatement autre chose. Et comme si dès qu'ils obtiennent quelque chose, ils veulent autre chose. Alors c'est quoi ? Ils sont capricieux ? C'est des enfants tyrans ? C'est souvent ce qu'on entend. Alors, ils ne sont pas contents. Ils ont « Qu'est-ce que tu veux, mon chéri ? Je te donne ça. Ah ben non, je voulais autre chose. » À peine reçu. Et d'ailleurs, plus grand, ils ont une autre stratégie. Plus grand, c'est plus subtil encore, c'est qu'ils ne veulent plus rien. Ils ne veulent plus rien. Moi, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Une espèce de néantisation. Et alors, pourquoi ça ? C'est assez compliqué à appréhender, mais c'est pourtant une réalité. Parce que nous sommes des êtres de désir, et la difficulté, c'est que le meilleur des désirs, c'est celui qui n'a jamais encore été satisfait. Et qu'à l'instant où un désir est satisfait, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait, et aussitôt on a besoin d'un autre désir qui vient à la place. Et donc effectivement, ces enfants, ils sont non pas tyranniques, et j'aime changer et pivoter. Ces enfants deviennent les esclaves de la tyrannie du désir.
Le désir est un tyran si on ne sait pas le tenir en laisse. Et quand on dit à un enfant tout le temps « qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux », il finit par croire que c'est son désir qui guide le monde. C'est son désir qui est souverain. Mais le problème, c'est que le désir n'est jamais à la hauteur la réalisation du désir n'est jamais à la hauteur de ce qu'on imaginait. Je cite souvent cet exemple personnel avec mes enfants quand ils étaient jeunes. À l'époque, il y avait eu une publicité à la télévision, au moment de Noël bien sûr, qui était absolument terrible, extraordinaire et d'une extrêmement belle. C'était les voitures cascadeuses. C'était 2 voitures qu'on remontait, qui se rencontraient l'un de l'autre, et puis au moment du choc sur la télévision, elles se rencontraient, et puis il y avait les portes qui volaient, les capots qui volaient, le coffre qui s'en allait. Enfin, c'était une espèce d'explosion comme ça, extrêmement jubilatoire. Et mes 2 enfants, qui devaient avoir 7 ans et 5 ans, ou quelque chose comme ça, ils voulaient absolument des voitures cascadeuses. Moi, je n'étais pas trop enthousiaste pour leur acheter ça, parce que j'avais reniflé un peu la chose. Et puis, ils insistent. Bon, ces voitures cascadeuses, ça coûtait pas encore trop cher à l'époque. Allez, bon, ils avaient dû bien calculer le prix, d'ailleurs. Donc, voilà qu'on achète les voitures cascadeuses. Noël arrive, ils déballent, ils sont tout contents. Ah, les voitures cascadeuses, ils remontent. Boum. Miteux de trucs qui tombent comme ça, mais ridicule. Alors, ils sont un peu étonnés. Comment? Boum. Boum. Alors, j'aurais dit, vous voyez, là, c'est l'écart entre ce qu'on vous promet et ce qui arrive. Et ça arrivera souvent dans la vie, ça. Alors faites-y attention. Il me semble que l'éducation, ça procède de ça. Notre responsabilité de parents, c'est aussi de montrer aux enfants, de temps en temps, comment ils peuvent se faire avoir. Et que se faire avoir à 3-4 ans, en général, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui est très utile. Et qui leur permet après justement d'avoir de la distance. Ils ont rangé les voitures cascadeuses, je ne sais même pas ce qu'elles sont devenues après, et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Et les pubs à la télé, ils y faisaient gaffe. Et ils reparlaient de ça. Donc évidemment, c'est comme ça qu'on peut permettre à l'enfant de ne pas être l'esclave de la tyrannie de son désir. Parce que sinon, il y aura toujours une autre voiture cascadeuse encore plus extraordinaire qui vous sera inventée et ça sera encore plus triste. Les Nike de dernière génération, et après, c'est les Nike avec pom-pom, avec les machins comme ça, et etc. Alors, c'est sûr, pour la société de consommation, c'est très utile. Ça fait marcher le commerce. Je ne sais pas si pour le bonheur individuel, c'est si bien que ça. Et quand même, nos enfants, on a plutôt envie qu'ils aient une forme de relatif bonheur et de pouvoir être satisfaits de leur vie et de pas toujours être en train de courir comme des rats derrière dans un labyrinthe. Donc effectivement, l'important, c'est de faire en sorte que l'enfant ne devienne pas l'esclave de son désir. Et donc effectivement, comment? Alors l'autre chose importante, on le reverra après. Deuxième point, quand on demande à un enfant « Qu'est-ce que tu veux mon chéri? Qu'est-ce que tu as envie ?» Eh bien, ça laisse entendre à cet enfant que son désir, c'est ce qui règle le monde. Son désir, c'est ce qui règle le monde, et je vais le dire autrement. Ça laisse entendre à l'enfant que le rapport à lui-même, ce qu'il veut, ce qu'il a envie, passe avant le rapport aux autres. De tout temps dans l'éducation a consisté, à partir de 6-8 mois, quand l'enfant commençait à aller à 4 pattes, marchait, à dire à l'enfant, les autres passent avant toi. Tais-toi, écoute tes parents, tiens-toi bien, tiens bien ton stylo, etc., etc. Alors, voilà. Et donc, c'était lui dire, il y a les autres existent, et toi, tu viendras peut-être après. Aujourd'hui, quand on dit « Qu'est-ce que tu veux mon chéri? Qu'est-ce que tu as envie ?» ça signifie, dans la tête de l'enfant, que le rapport à lui-même passe avant le rapport aux autres. Et ça peut devenir très compliqué. Nous, les professionnels, les psys, les psychiatres, les psychologues, on a un terme technique pour dire ça, c'est ce qu'on appelle le rapport, le lien aux objets. Le lien aux objets étant entendu, y compris des êtres humains. L'objet de mon amour, l'objet de mon ressentiment. Le rapport aux choses extérieures, le plan objectal, passe avant le plan narcissique. Moi, ce que je veux, mon narcissisme. Eh bien, aujourd'hui, c'est le contraire. Le plan narcissique passe avant le plan objectal. Mon désir passe avant les autres, etc. Et voilà. Et là, ça devient compliqué parce qu'effectivement,
les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux et que, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on accepte de vivre enfin, non seulement qu'on accepte, mais on est contraint de vivre en société. On a besoin des autres, même si c'est parfois un calvaire d'avoir besoin des autres. Eh bien, effectivement, quand c'est le plan narcissique qui l'emporte, ça devient compliqué, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'individualisme avec ces problématiques. À cela se rajoute un dernier point qui est arrivé dans les années, dans ce siècle, c'est l'irruption massive des écrans individuels. Les smartphones, les écrans individuels. Et cette irruption massive des écrans individuels, là encore, a singularisé, a fait que chacun rencontre le monde de manière différente. Il n'y a plus d'espace collectif où ensemble, on regardait une émission. Regarder une émission ensemble, c'est se construire une représentation commune. Pouvoir en parler, se chamailler ou être d'accord, mais c'est se construire une relation commune. Regarder ces émissions de son côté dans sa chambre, c'est se fabriquer, c'est rencontrer le monde par soi-même, sans les adultes et d'une certaine manière singularisée. Et d'ailleurs, souvent, c'est dramatique quand les parents ne s'intéressent pas à ce que les enfants regardent et disent parfois « oh, ça, de toute manière, c'est des bêtises, etc. » Et effectivement, il y a de moins en moins d'espace, d'échange et de discussion. Donc, vous conjuguez tout ça et on est arrivé à cette situation relativement inquiétante où aujourd'hui les hommes, les femmes et les enfants dans notre société sont tous considérés comme des individus. Et donc si vous entendez partout cette société d'individualisme, c'est effectivement un grand danger. C'est un grand danger pourquoi ? Parce que la loi de l'individualisme, c'est une loi dans laquelle on élève nos enfants. Et même les enfants en maternelle, ils arrivent de dire à la maîtresse « Tu me touches pas, tu touches pas mon corps. C'est mon corps, tu le touches pas. » Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est la loi numéro 1 de l'individualisme, c'est la croyance. C'est ce que j'appelle le mantra. Le mantra, c'est une sorte de religion non religieuse. Le mantra de l'individu. Le mantra de l'individu, c'est « Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. » Et ici, j'espère qu'une majorité d'entre nous pensons ça. On ne se pose jamais la question pourquoi tous on pense ça. C'est quand même que c'est bien quelque chose qui n'est pas si naturel que ça. C'est même une valeur hautement culturelle. C'est la valeur qui nous permet de nous prétendre individus, de nous prétendre que nous n'avons pas de dette à l'égard de la société et de prétendre que nous sommes dans cette forme de singularité. Alors, d'abord, cette première chose, si moi je pense ça, madame qui est au premier plan, là, madame Loiseau, elle pense ça aussi. Et si moi j'ai comme ça un désir de sauter sur madame Loiseau parce qu'il y a mon désir comme ça qui me propulse vers elle, je ne sais pas si elle est d'accord pour satisfaire mon désir. Donc, ça s'arrête, mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, ça s'arrête au corps et à la pensée de la personne que j'ai en face. Donc, ça veut dire que je suis obligé de tenir compte d'une forme de réciprocité. Si moi je dis mon corps m'appartient, madame en face, ça lui appartient aussi, et il faut que je sois capable de me décaler, de penser à l'autre. C'est compliqué la réciprocité. Ça veut dire qu'on est capable de sortir de soi pour prendre la place de l'autre. Et la deuxième chose, c'est que ma pensée m'appartient et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. C'est vrai que moi j'ai envie, le président de la CAF, là, il me casse les pieds, j'ai envie de dire il m'emmerde, j'ai envie d'appuyer sur le bouton delete et de le supprimer. J'ai le droit de le penser, mais j'ai peut-être pas le droit de le faire. Et ça, c'est la différence entre ce qui est légitime, c'est légitime pour moi, c'est mon désir, c'est légitime, mais ça ne veut pas dire que c'est légal, c'est-à-dire que j'ai le droit de le faire. Et donc cette différence, concept de réciprocité, concept de légitimité et légalité, c'est deux notions très compliquées à comprendre et qu'on n'apprend pas aux enfants et qu'ils n'apprennent pas quand on leur dit toujours dis-moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, etc. Après un repas de famille avec une de mes petites filles qui avait 2 ans et demi, on a mangé, c'était un week-end. Et puis on se lève et la maman se tourne vers sa fille, dit ma chérie, est-ce que tu veux aller au parc ?
moi, le vieux con que je suis, je lui dis, mais pourquoi tu demandes que... Tu dis, on va au parc. Tu dis pas, est-ce que tu veux aller au parc? Tu dis, on va au parc. Voilà. Parce qu'elle était là, ça l'encombrait. Elle savait plus si elle avait envie d'aller au parc, envie de jouer avec ses trucs, etc. D'autant qu'il y a 36 000 choses à faire. Au lieu de, voilà, on lui a dit, tu vas au parc, et ben, alors elle était ronchon, parce qu'on lui a dit, on va aller au parc, on a besoin de marcher. Les adultes ont besoin de marcher, mais elle n'avait pas besoin de marcher, ça ne veut rien dire pour elle. Voilà. Donc vous voyez comment on met dans des situations impossibles des enfants en mettant l'illusion que c'est eux qui vont décider. Et donc, effectivement, comment faire? Alors, comme toujours, j'insiste, aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus épanouis qu'avant. Et moi, je recevais des enfants dans les années 75-80 qui étaient coincés, inhibés, un peu comme la petite fille à la plage, là, qui avait peur de moi, qui me regardait, qui n'osait pas parler, etc. Aujourd'hui, les enfants, ils sont plus du tout comme ça. Ils rentrent, ils prennent les feuilles, ils prennent un crayon, ils barbouillent une feuille, ils en prennent une autre, ils grimpent au rideau quand ils sont un peu trop pathologiques, ils me regardent dans les yeux, ils me disent pourquoi t'as pas de cheveux, etc. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a 30 ans, 40 ans, la majorité des enfants avaient peur des adultes. Et les adultes, soit faisaient peur aux enfants, soit leur faisaient honte. Quand un enfant se trompait, articulait mal, on se moquait de lui, on lui faisait honte. Vous avez peut-être remarqué que le bégaiement a quasi disparu. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, il y en a encore un de temps en temps. La dernière année où j'étais à Poitiers, dans le CMP, on recevait 2000 enfants, on avait un bég tous les 2 ans. Quand je suis arrivé, on en avait 5 par mois. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit aux mamans, ne les coupez pas, ne vous moquez pas d'eux, laissez-les parler. S'ils articulent mal, c'est pas très grave et ça se corrigera. Bon, donc il n'y a plus de bègues. Quant aux troubles articulatoires, ils n'articulent pas toujours très bien et parfois à 4-5 ans, il faut faire quelques séances d'orthophonie pour qu'ils se mettent à articuler correctement. Donc vous voyez, voilà comment ça change les choses. Personne ne dit aujourd'hui que le bégaiement a disparu. Et pourtant, c'est une réalité, a quasi disparu. Et donc, vous voyez bien qu'il y a des progrès. Alors, en revanche, les enfants coincés, inhibés, qui ne bougeaient pas, ça aussi, ils ont disparu. Et les enfants hyperactifs qui zébulonnent et qui vont dans tous les sens, ça a augmenté. Les enfants qui sont un peu trop devant leurs écrans et qui ne considèrent pas les autres et qui sont complètement obnubilés par leurs écrans, ça a augmenté, etc. Donc, il y a des pathologies qui sont apparues, d'autres qui ont disparu. Par rapport au choix, je prône effectivement que les enfants, d'abord à 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne leur dit pas toutes les 5 secondes, qu'est-ce que tu veux? On leur dit, tiens, on fait ça, puis vous verrez que les enfants sont très contents. Et puis une fois de temps en temps, une fois par semaine, qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? De le reconnaître comme ça, et ça va lui faire plaisir. Et encore, pas tellement de lui dire, qu'est-ce que tu veux? Ce soir, je te propose, il y a ça ou il y a ça. Qu'est-ce que tu préfères comme plat? C'est-à-dire de lui faire un choix encadré. Un choix encadré où il aura à l'intérieur de ce choix les éléments, la nourriture correcte, mais il aura pour choisir. C'est ça la pédagogie du choix. C'est pas lui dire qu'est-ce que tu veux, c'est lui dire voilà, tiens, ces 2 choses-là, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est-à-dire encadrer le choix. Voilà 3 activités, laquelle tu choisis, etc. Et puis, effectivement, quand l'enfant est petit, c'est-à-dire entre la marche, comme ça, 8-10 mois, le 4 pattes et le début de la marche, et puis le début de la parole, 3-4 ans, eh bien, c'est une fois de temps en temps, une fois par semaine, c'est quand même pas terrible, une fois, de le confronter à la souffrance d'un désir non satisfait. De le confronter à la souffrance d'un désir non satisfait. Écoute là, mon chéri, je suis désolé, mais ça, c'est pas possible maintenant. Voilà. Écoute, je comprends que tu souffres, je comprends que tu sois pas content, ça, je comprends très bien, mais c'est pas possible. Et de temps en temps, confronter un enfant à la souffrance d'un désir non satisfait, d'abord à 3 ans, en général, il va pas mourir. C'est pas très grave. Et puis si en plus on lui dit, tiens, viens, on va aller au parc, on va faire ça, c'est-à-dire détourner son intention, puis l'emmener vers quelque chose d'autre,
L'enfant, il va supporter très bien. Et il apprendra quoi? Il apprendra à garder la main sur son désir. Il apprendra à ne pas être l'esclave de la tyrannie de son désir. Et effectivement, c'est de lui donner une grande liberté, à condition que ça ne soit pas 40 fois par jour, et que ça ne soit pas un principe éducatif érigé en doctrine. Là, on est dans le trop. Comme on est dans le trop de choix, on pourrait être dans le trop d'abstinence. La frustration en elle-même, elle n'a pas d'intérêt. C'est parce que, pourquoi il faut donner à des enfants des limites? Donner des limites à un enfant, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est éducatif. C'est vrai que moi je trouve toujours que la luzerne du champ d'à côté, elle est meilleure que ma luzerne, donc j'ai toujours envie d'aller manger la luzerne d'à côté. Donc pourquoi des limites? Pourquoi il faut la frustration? La frustration, c'est quoi? C'est parce qu'on est dans une culture judéo-chrétienne, qu'il faut souffrir sur terre pour gagner le paradis? Ça pas. Non, en fait, la limite et la frustration, sur le plan du psychisme, la fonction de la limite, la fonction de la frustration, c'est d'accéder à la capacité de supporter la souffrance d'un désir non satisfait. En n'oubliant jamais que le mot souffrance vient du latin suffere, qui veut dire attendre. Une lettre en souffrance, c'est une lettre en attente. Tolérer la souffrance d'un désir non satisfait, c'est tolérer l'attente. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais ça pourrait être demain ou après-demain. Et effectivement, c'est fondamental. Le nombre d'enfants qui reçoivent les cadeaux de Noël dès qu'ils les achètent, quand ils les achètent, ou qui reçoivent leurs cadeaux d'anniversaire avant même l'anniversaire, parce qu'on ne peut pas attendre le dernier jour, etc., c'est invraisemblable. La capacité d'attendre, ça fait partie de la souffrance d'un désir non satisfait immédiatement. Donc ça lui donne cet investissement. Ça, le premier point. Et le deuxième point, dans le choix, jusqu'à un âge certain, que je qualifierais volonté 12, 13, 14 ans, ben le choix doit être encadré. C'est-à-dire que on va au parc, et au parc, tu pourras faire du toboggan, ou tu pourras faire bac à sable, ou tu pourras choisir l'activité que tu veux. Plus grand, tu as 3-4 activités, mais tu choisis une de ces activités sportives et tu choisis une activité culturelle, etc. Et petit, tu choisis, aujourd'hui, tu as le droit de choisir, tu mets un manteau, et si tu veux, tu peux choisir le manteau que tu veux aujourd'hui, mais tu mets le manteau, ça se discute pas. Qu'est-ce que tu veux mettre aujourd'hui? Non. On te met un manteau et tu peux choisir le manteau, etc., etc. C'est-à-dire, on encadre le choix et on permet à l'enfant d'accéder à ce que j'appelle la pédagogie du choix. Parce que le choix, c'est culturel. C'est pas dans les chromosomes. C'est pas dans les chromosomes et c'est pas dans la nature humaine. La nature humaine, c'est de vouloir tout et son contraire. De vouloir tout. Et à la limite, dès qu'on a la chose, on veut autre chose. Donc, cette pédagogie du choix, elle est là pour justement permettre à l'enfant de garder cette maîtrise. Voilà un petit peu l'ensemble des éléments dans ce que j'appelle une forme d'apprentissage actif et de choix encadré. Et pour les livres et les écrans, on diabolise beaucoup les écrans. Moi, je pense que c'est pas l'écran lui-même qui est diabolique, c'est la manière dont on s'en sert. Parce que l'écran a cette terrible puissance de capter l'attention de l'enfant, et quand l'enfant, et d'autant plus qu'il est petit, est devant un écran, il est littéralement prisonnier de ce qu'il regarde. Prisonnier, sidéré et obnubilé. Et prisonnier, il n'a plus de liberté. Sidéré, il est dans une suspension. Obnubilé, il ne peut plus penser. Et donc, il a une entrave à la capacité à fermer les yeux et à réfléchir. Or, cette capacité de réfléchir, c'est ce qu'on appelle l'attention profonde. Donc, un écran, le problème, c'est que quand on lui donne un écran, on a l'impression qu'il a besoin de personne. C'est une très, très grosse erreur. Quand vous donnez un livre à un enfant qui ne sait pas lire, si vous lui donnez le livre, très vite, il va le poser par terre, marcher dessus, voire déchirer les feuilles. Il faut que vous soyez à côté de lui pour commenter le livre et commenter ce qui se passe. Là, tu as vu, il y a une petite souris, regarde là, tu as vu les rondelles, ah ben là, tu as vu le monsieur, il est rentré dans la maison, et vous commentez le livre. Et l'enfant regarde le livre, de temps en temps, son attention s'échappe, parce qu'il est en train de rêver, il rêve à l'histoire, et là, vous le regarde là, reviens, t'as vu là, t'as vu? Eh bien, on pourrait utiliser l'écran de la même manière. On met une historiette, on est à côté de l'enfant, il regarde un peu et on arrête. Et là, est-ce que tu as vu la petite souris qui a traversé l'écran? Elle allait d'où à où, la petite souris? Qu'est-ce qu'elle faisait, la petite souris? Et là, on donne à l'enfant le temps de mettre en pensée
les captations et les bombardements perceptifs qu'il a eus. Et là, l'écran est utilisé de manière tout à fait adaptée, à condition que l'adulte soit à côté, qu'il ait la capacité de temps en temps de suspendre l'écran, de demander à l'enfant ce qu'il a vu, de raconter l'histoire, etc., etc. Et là, moi, je n'ai rien contre un écran utilisé de cette manière. Mais le problème, c'est, je vous dis, c'est la puissance attractive et captative de l'écran qui donne aux parents l'illusion que l'écran suffit. Et bien entendu, plus les parents sont victimes de cette illusion, plus ils vont donner des écrans avec tout ce que ça peut entraîner de manière catastrophique. Donc effectivement, aujourd'hui, compte tenu des nécessités de stimuler les compétences du bébé, de stimuler celles de l'enfant, de faire qu'il ait tout son potentiel qui se développe, qu'il soit épanoui, c'est compliqué. Et d'autant qu'en plus, je l'ai dit, chaque enfant a des compétences propres. Et d'ailleurs, il y a 3 niveaux de compétences, d'épanouissement. Il y a les compétences intellectuelles, il y a les compétences physiques, bien dans son corps, il y a les compétences affectives, être bien dans ses émotions, être heureux dans la vie. Alors pour les jeunes mamans et les jeunes papas, je vous dis tout de suite, c'est très difficile d'avoir les 3 compétences sur le même enfant. Il vaut mieux avoir 3 enfants, comme ça vous pouvez répartir les compétences sur chaque enfant, et puis c'est dans la politique dans laquelle vous êtes exhorté pour, comment dire, réarmer la France, ça va être très bon. Donc, alors plus sérieusement, effectivement, les compétences, c'est très compliqué, parce qu'on ne sait jamais si on est dans le pas assez. Dire non à un enfant, est-ce qu'on n'est pas en train de l'entraver dans son potentiel ? Est-ce qu'on n'est pas en train de risquer de réduire ses capacités d'épanouissement ? Donc beaucoup de parents considèrent qu'on prend des risques en disant non, et ce serait plus facile de dire oui. Alors vous voyez que tout concourt aujourd'hui pour faire de l'éducation quelque chose de compliqué. Alors c'est vrai, beaucoup de parents me disent « Ah, mais l'éducation aujourd'hui c'est compliqué ». Je leur dis incontestablement, l'éducation c'est compliqué, mais de mon point de vue, la complication c'est ce qui rend intelligent. La simplicité c'est ce qui rend bête. Avez-vous envie que votre enfant soit bête ? Alors, bon, donc il faut effectivement affronter cette complexité en espérant que les jeunes générations ne seront pas trop rebutées par cette nouvelle complexité qu'il ne faut pas nier. Aujourd'hui, ce qu'on attend des parents, c'est des complexités plus grandes, mais en même temps, ça stimule l'intelligence de tout le monde et ça nous grandit d'une certaine manière, ça nous élève, aussi bien les enfants que les parents. Donc il faut espérer que les jeunes générations accepteront cette complexité et accepteront de s'y lancer pour effectivement faire en sorte que leurs enfants puissent vivre dans ce monde avec les valeurs du monde, dont l'autonomie et le choix font partie, à condition que ça soit une autonomie et un choix raisonné et progressivement délégué à l'enfant, et pas brutalement, dès la naissance, dans une dimension idéologique. Car le pire dans l'éducation, c'est quand l'idéologie remplace l'adaptation à l'enfant. Quand on applique une idéologie, on n'est plus en train de respecter l'enfant. Et un des problèmes aujourd'hui de notre société, à travers les principes idéologiques qu'on répand dans les médias, partout, comme ça, sans en dire les risques quand c'est utilisé de manière non subtile, sans discernement, eh bien je crois qu'on met les parents devant des situations qui vont être encombrés, et on met les enfants dans des difficultés. Et je pense que c'est très méchant et très inadapté après d'accuser les parents qui ont simplement tenté de faire ce que la société les exhortait à faire. Donc il faut en tant que parent aussi être capable, comme pour les voitures cascadeuses, avec les conseils que vous lisez à droite à gauche et qui vous inondent, d'être capable de mettre un tout petit peu de distance et un petit peu de réflexion pour être dans cette modulation qui est toujours souhaitable pour les enfants. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci beaucoup, professeur Marcelic. Je vais remonter moi aussi. Hop, 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 je passe par derrière. Hop, 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 et me voilà. Alors les dogmes se succèdent, l'éducation évolue. Peut-être que moi personnellement j'ai trop donné la parole à ma fille. Je me pose la question encore aujourd'hui.
Je ne vais pas vous demander si c'était mieux avant ou si c'était pire. Vous avez répondu, c'était différent. Moi, j'ai une première question avant d'ouvrir la salle. Finalement, quand on a été dans le trop de choix, comme moi peut-être, est-ce que c'est récupérable encore quand elle a 5 ans, quand elle a 10 ans, quand elle a 12-13 ans? Alors, c'est l'éternelle question. Si j'ai fait ce métier, c'est parce que je pense aussi qu'il y a à la fois le principe de la liberté humaine et le principe de la capacité, de la souplesse d'adaptation. L'être humain est un être qui est capable de s'adapter à beaucoup de situations et ça n'est jamais perdu. Et dans ma pratique, j'ai vu des évolutions parfois étonnantes, à condition que les changements soient expliqués à l'enfant, soient pas brutaux, soient expliqués à l'enfant, qu'ils soient constants, réguliers et prévisibles. Si effectivement ces changements sont expliqués, pourquoi on change? On a le droit, on a vraiment le droit de dire à un enfant, écoute là, je crois qu'on s'est trompé, on en a fait trop, et peut-être qu'il faut qu'on revienne à d'autres positions. On a tout fait le droit et les enfants, ils aiment bien pardonner à leurs parents. Ils sont pas. Et si les parents leur disent, écoute, là, je me suis trompé, on va faire autrement, les enfants, ils écoutent. Ils écoutent peut-être même plus que si vous dites, c'est comme ça et c'est pas autre. C'est comme ça et ça suffit. Parce que là, ils ont l'impression d'être pris pour argent non comptant, pour rien du tout. Donc ça, c'est le premier principe. Donc il y a toujours la possibilité de faire évoluer les choses. Ensuite, il est évident que plus le temps va passer, plus ça va être difficile. Et plus, pour renverser la vapeur, il va falloir du temps. Je vous ai cité la petite Zoé tout à l'heure, à 3 ans. En 15 jours, les parents avaient remis un peu d'ordre dans leur truc, dans leurs principes. Et la petite Zoé, ce qui était adapté, était parfaitement contente. Et à 5 ans, déjà, ça peut être difficile, ça peut renacler. À 10 ans, encore plus. À 15 ans, ça devient compliqué. Et à l'âge adulte, c'est encore plus compliqué. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il faut être constant. S'il y a 2 parents, il faut que les 2 parents soient d'accord, parce que ça aussi, les différences de position entre les parents, c'est souvent compliqué. Les enfants en jouent, ou en tout cas, ils vont pousser à bout. Donc, il y a un certain nombre de circonstances comme ça. Mais un enfant de 10 ans, de lui dire, écoute, là, franchement, on est en train de partir en vrille, ça peut plus durer comme ça. Là, on n'arrête pas de se prendre la tête. Et puis moi, j'ai vraiment le sentiment que tu n'es pas si heureux que ça. Peut-être qu'on a cru les sirènes de la société et peut-être qu'on a eu tort. Et que là, peut-être, moi, je pense que ça serait bien qu'on fasse comme autrement. Et alors, il y a la question de la démocratie. Ça peut aller, je dois dire, moi, il y a une chose que je voudrais changer une chose dans la vie, dans la journée. Je voudrais qu'il y ait une chose qui change. C'est souvent ce que je dis aux parents. Parce que quand les parents me disent, il faut qu'on soit plus sévère. Je sais très bien qu'ils ne peuvent pas l'être du jour au lendemain. Mais je leur dis, non. Moi, et puis avec l'enfant qui est là, je voudrais qu'on s'entende tous ici sur changer une chose. Par exemple, avant d'aller à table, on se lave les mains. Ou par exemple, on met des pantoufles quand on rentre à la maison. Ou par exemple, on reste assis pendant le repas. Une chose, une seule chose. Et quand cette chose-là sera acquise, on pourra peut-être passer à la suivante. Alors maintenant, moi, professeur Marcelli, c'est pas à moi de vous dire la chose que vous voulez. C'est à vous ensemble de décider de la chose. Je leur laisse la liberté, je leur laisse le choix, mais un choix contraint, voilà. Et en général, et c'est étonnant comment les enfants dans ces conditions-là sont également force de proposition. Et quand l'enfant est force de proposition et qu'on adhère, il y a une adhérence de l'enfant qui est parfois supérieure à celle des parents. Parfois, parce que les enfants, ils aiment les règles, ils aiment ce qui est reproductible, ça les rassure. Tandis que d'être tout le temps en train de choisir, ça les angoisse. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est... Bon, ça fait partie des stratégies du consultant qui sont parfois nécessaires à apprendre. J'ai répondu à votre question ? J'ai répondu. Merci beaucoup. Je vais lui dire que j'ai assisté à une conférence très intéressante ce soir, qu'il faut tout changer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà, ou des réactions sur ce que vous avez entendu? Oui, devant. Alors, je crois que le micro est là, juste derrière l'enceinte. Levez bien la main pour qu'on vous repère. Madame au premier rang, là, je crois. Oui. Levez la main. Là, devant. Attends, Prenez le micro parce que c'est enregistré, tout ça.
Non, c'est juste pour revenir sur quand vous avez parlé du corps, mon corps, ma pensée m'appartient. C'est un petit peu nébuleux pour moi, j'ai pas trop compris. Vous avez dit c'est compliqué la réciprocité, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? La phrase que j'énonce, c'est « mon corps m'appartient ». Bon, vous êtes d'accord pour reconnaître que votre corps, c'est à vous, et que j'ai pas, les gens d'à côté n'ont pas de droit sur votre corps, n'ont pas le droit d'avoir de vous tripoter si vous voulez pas qu'on vous tripote, n'ont pas le droit de vous embrasser si vous n'avez pas envie, n'ont pas le droit de vous... Voilà. Donc mon corps m'appartient. Ma pensée, ce que vous avez dans la tête, ça vous appartient, c'est à vous. Et donc deuxième phrase, nul que moi-même, nul que vous-même, n'a de droit, moi j'ai pas de droit sur votre corps. Et je n'ai pas à vous obliger de penser comme vous n'avez pas envie de penser. Vous êtes libre de penser comme vous voulez. Vous pouvez être altruiste, vous pouvez être raciste, vous pouvez être antisémite si vous voulez, vous pouvez être penser que la Terre est plate si vous voulez. C'est votre liberté de penser. Alors je peux dire, moi je pense pas comme vous, j'ai pas, voilà, je peux vous demander pour quelle raison vous pensez ça, mais j'ai pas de droit sur votre pensée. C'est ça la base même de l'individualisme. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur mon corps et sur ma pensée. À partir de là, si moi je pense ça et si vous pensez ça, justement, il faut qu'on s'accommode. Je ne peux pas user de ma force pour vous obliger à dire la Terre est ronde. Si vous ne voulez pas dire la Terre est ronde, vous aurez 40 coups de fouet, parce que vous êtes une hérétique. Voilà. Avant, on disait, c'est quand on disait que la Terre était ronde, qu'on recevait des coups de fouet. Maintenant, au nom de la science, voilà. Donc j'ai pas le droit de faire ça. Donc je dois être dans la réciprocité. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, moi j'ai le droit de penser, voilà. Mais pour autant, si par exemple vous pensez que je suis insupportable et vous avez envie de sortir votre fusil et de me tirer dedans, vous pouvez le penser. Vous avez tout à fait le droit de dire ce con de Marcelli, il ferait mieux de ne pas être là sur Terre et de se vendre sur la tribune à dire des bêtises. Vous avez le droit de penser ça. Mais théoriquement, vous n'avez pas le droit de vous lever et dire Marcelli est un con, je m'en vais, etc. Ou voilà, supprimons-le, tuons-le. Parce que effectivement, alors il y a des phrases qui sont interdites de dire, des phrases racistes, des phrases etc. Et donc effectivement, ce que vous pensez, c'est légitime pour vous, c'est votre droit, c'est ce qu'on appelle les droits de l'individu, c'est légitime. Mais c'est pas parce que c'est légitime que dans la société, vous pouvez le clamer et l'accomplir, et l'agir, le faire. Donc c'est la différence entre penser et agir, et entre ma pensée et celle de l'autre. L'autre, il pense différemment de moi. Dans les couples, c'est un des problèmes de couple. Quand vous discutez avec vos adolescents, ils adorent vous faire discuter. Et votre discussion, vous pensez qu'il n'est jamais d'accord avec vous. L'objectif, c'est pas... En fait, pour l'adolescent, l'objectif en n'étant jamais d'accord avec vous, c'est d'abord de montrer que sa pensée, elle n'est pas formatée par la vôtre, elle n'est pas la même, il n'est pas dans le même moule, il est différent. Donc il vous oblige à développer votre pensée pour mieux vous connaître, et surtout, il n'a pas envie d'être de votre avis. Quand vous discutez avec votre adolescent, si vous discutez avec l'arrière-pensée que vous allez le convaincre, vous plantez. C'est pas ça l'objectif d'une discussion avec l'adolescent. L'objectif de la discussion du côté de l'adolescent, c'est de comprendre vos arguments, mais de jamais se rendre à vos arguments. Quels arguments il va les utiliser quand il sera chez les voisins avec les parents de son copain ou de sa copine. Mais pas avec vous. Parce que s'il pense comme vous, où il est lui, où il existe lui, où il existe. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot « exister », l'origine latine du mot « exister » ? Vous avez tous entendu, moi ce que je veux c'est exister. Exister, ça vient de « existere », sortir de sa place. Un adolescent, il veut sortir de sa place d'enfant, donc il veut exister aux yeux de ses parents, donc avoir sa pensée propre. Donc vous pouvez développer tous les arguments que vous voulez, il ne sera jamais d'accord avec vous. Et donc, plus vous vous énervez, plus ça va partir en vrille. Et plus vous aurez perdu. Donc la seule chose à la fin, c'est dire, bon, tu ne penses pas comme moi, ben voilà que ma pensée, je te l'ai énoncée, maintenant toi, organise ta pensée comme tu l'entends. Et voilà, c'est-à-dire d'être capable d'être dans cette forme de réciprocité. Et dit autrement, c'est accepter de perdre l'emprise sur son enfant.
L'emprise, c'est quand on veut que l'autre soit comme on veut qu'il soit. Ai-je répondu à votre question, madame? Ça va? Merci. Avec le secret espoir quand même que finalement il se rallie à la cause et qu'il oui, s'adhère. Quand il est avec les parents du voisin, bien sûr. Voilà, hein, toujours parce que. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions dans la salle? Oui, là-bas, à droite. Pour moi, à gauche, dans la salle. Enfin bon. Merci. Bonsoir. Bon, j'ai pas trop l'habitude de parler au micro, mais il y a quand même quelque chose qui me tanne, quand même une question importante à mes yeux. Vous avez évoqué dans l'éducation ancienne des pathologies qui aujourd'hui ont disparu, et vous en avez donné des exemples, mais vous n'avez pas évoqué les pathologies qui apparaissent aujourd'hui avec cette éducation nouvelle, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, je les ai laissés entendre. Il y a les exemples plus typiques, c'est l'hyperactivité. Ce qu'on appelle le TADA, ces enfants qui courent partout, qui sont dans une dispersion complète, et qui ont du mal à concentrer leur attention, qui ont du mal à attendre, qui veulent que la chose soit finie avant même d'avoir été commencée. Le type même de l'enfant TADA, c'est qu'il a à peine fini de mettre une manche, il est déjà en train de courir, etc. Le cartable n'est jamais fini, les leçons sont bâclées, il rentre, il fait il prend une feuille, il fait vaguement une forme, et puis il jette, et puis il en fait une autre, etc. J'ai vu des enfants qui, en 3 minutes, avaient utilisé 15 feuilles, comme ça, voilà. Donc ça, vous avez le TADA, vous avez les troubles, du spectre de l'autisme, qui sont effectivement, ce que je dirais, les difficultés de prendre l'autre en considération et d'être complètement dans son monde à soi. Alors je pense que, d'abord, dans les troubles du spectre de l'autisme, il faut bien comprendre qu'à côté de l'autisme typique, l'autisme vraiment typique tel que la première personne qui a décrit l'autisme, qui s'appelait Kanner, l'autisme de Kanner, c'est une forme typique, et on a beaucoup étendu l'autisme dans des formes jusqu'à... Moi, je suis un peu autiste. Ce soir, après cette séance, je serais très content d'être dans ma chambre, dans mon lit, à ce qu'on me foute la paix et à pas parler, et à être tranquille dans ma bulle à moi. Donc un repli autistique, je souhaite pour vous que vous ayez des moments de repli autistique. Alors le problème après c'est une question de quantité, c'est quand on en est tout le temps, voilà. Donc effectivement, je trouve que dans les troubles du spectre autistique, vous voyez, on appelle même plus ça autisme, on appelle trouble du spectre autistique. Hein. Le spectre c'est une étendue, le spectre visuel, le spectre de la lumière. On a dans certains comtés américains, parce que c'était bien comptabilisé, les diagnostics de troubles du spectre autistique par rapport à l'autisme typique ont été multipliés par 1000. 1000. Je ne sais pas si vous voyez, par 1000. Donc c'est qu'il y a un problème quand même, il n'y a pas d'un seul coup 1000 fois plus d'autistes. Mais il y a une extension. Et il y a des conditions éducatives, et ça j'en suis persuadé, des conditions qui favorisent l'expression de repliement. Alors ça, troisième pathologie qui est chez les enfants. Alors j'ai cité les troubles comme troubles mineurs, les troubles de l'articulation. Le nombre d'enfants qui articulent mal et qu'il faut emmener parce qu'on les laisse parler. Alors le type même, c'est l'enfant qui baragouine que je ne comprends pas, et sa mère le regarde et traduit les propos de l'enfant. La maman est la traductrice du monde chez l'enfant. Voilà. Alors ça, c'est bien tant qu'on est en famille, mais quand on va à l'école, etc., ça devient compliqué. D'où les fréquentes rééducations articulatoires. Bon, en général, c'est pas très grave, 6 mois d'orthophonie, remboursé par la sécurité sociale en plus, donc c'est très bien, ça fait du bien aux orthophonistes, ça fait du bien aux enfants. Et c'est mieux que le bégaiement. Le bégaiement qui est quand même une cochonnerie. Hein. Quand les gens sont verrouillés dans leurs paroles par un bégaiement, ça dure toute la vie. Donc c'est quand même un progrès relatif, un progrès. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi toutes les pathologies chez les adolescents? C'est effectivement s'en prendre à son corps. Mon corps m'appartient. Quand je dis mon corps m'appartient, et quand on dit, il y a pas plus tard que un psychologue scolaire me disait, un enfant a dit mais t'as pas le droit de me toucher, à l'institutrice. Un petit bambin de 4 ans, t'as pas le droit de me toucher. Toucher l'autre, c'est comme si on était soit des êtres de cristal, soit des êtres quasi sacrés. Alors je sais bien ce qu'il y a derrière, je sais bien qu'il y a les histoires d'abus sexuels, etc. Mais on est dans une société qui est quand même un peu particulière. Même
dans sa version la plus extensive. L'abus sexuel, ça concerne 10-15% de la population. Et là, je suis très généreux. J'associe beaucoup d'abus sexuels, c'est-à-dire des abus qui ne sont pas des viols sexuels, qui sont ce qu'on appelle des exhibitions sexuelles, enfin un certain nombre de choses comme ça. Bon, je dis pas que mais ça veut dire quand même que allez, je vais même mettre 20%, ce qui est un pourcentage. Il reste 80% des gens, des enfants, qui n'ont pas vécu d'abus sexuels. C'est quand même, quand je sache, la majorité de la population. Et ça veut dire que ces 80%, on va les élever comme si à chaque instant, ils étaient susceptibles d'être abusés. Mais qu'est-ce qu'on met dans leur tête ? Mais quelle défiance on met dans leur tête, dans la relation humaine ? On ne se rend pas compte de ça. Je comprends la personne qui a été abusée. Elle dit, moi, je veux que les gens le sachent, je veux pas que ça recommence, etc. J'adhère à ce qu'elle dit. Mais appliquer à la société entière ce qui concerne éminemment 20%. Je vais vous donner un exemple très caricatural parce qu'il est très parlant. Quand on a commencé à permettre à des prématurés de survivre, des petits prématurés de 1600, 1800 grammes, quelques-uns qui étaient nés très précocement, quand on les couchait sur le dos, s'ils régurgitaient, ils n'avaient pas de réflexe de déglutition. Donc ils s'étouffaient dans leur vomi. Et il y a eu quelques nouveau-nés, de prématurés, qui sont morts en s'étouffant dans leur vomi. Donc on a dit, comme ils s'étouffent sur leur vomi parce qu'ils n'ont pas de réflexe de déglutition, on va les coucher sur le ventre. Et donc on a couché ces prématurés sur le ventre. Et très rapidement, un certain nombre de pédiatres ont dit il faut mettre des nouveau-nés sur le ventre pour pas qu'ils s'étouffent. Mais un nouveau-né né à terme ne s'étouffe pas avec son régurgitation, il les crache. Alors on a mis les nouveau-nés sur le ventre, tous. Qu'est-ce qu'on a créé ? Et la France est un pays où ça a été le plus important. On a créé des bébés qui s'étouffaient dans leur linge et qui avaient des morts subites du nouveau-né. Et des morts subites qui étaient infiniment plus nombreux que les quelques enfants qui s'étranglaient dans leur vomi. Et il a fallu plus de 10 ou 15 ans pour qu'on décide d'arrêter de mettre les nouveau-nés sur le ventre. Quel est le principe qu'on a ? Une condition pathologique. Des prématurés n'ont pas de réflexe de déglutition. Donc on doit les mettre sur le ventre. On en a déduit que tous les enfants devaient être mis sur le ventre. Et bien là, on est dans la folie. Et bien on fait en ce moment, au niveau des corps et des abus sexuels, la même folie. Comme si entre nous, on devenait des intouchables. Je vous signale que les intouchables dans l'Inde, c'est la caste la plus en bas. Donc si on ne peut pas être... Moi, j'aime bien qu'on me caresse et qu'on me touche. Et c'est un plaisir fondamental. Un plaisir beaucoup plus important que de me caresser moi-même. Eh bien, je pense qu'un enfant, il a besoin, vitalement, de tendresse et de caresse. Ça fait partie de ses besoins développementaux. Donc si on apprend à un enfant, on ne touche pas, mais qu'est-ce qu'on est en train de lui dire ? Je ne sais pas si j'étais un peu emporté par mon... C'était un peu emporté. Bon, vous avez que je suis quelqu'un de passion, moi. Hein, je suis un peu passionné. Bon, je sais me retenir de temps en temps. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai une situation à vous soumettre, moi. Il arrive évidemment irrémédiablement que les ados ne veuillent plus partir en vacances avec leurs parents. Est-ce qu'on doit les obliger ou finalement leur dire c'est ton droit de ne pas vouloir venir. Alors, ça, vers 12 ans, quoi, vers 12-13 ans, parce que ça peut arriver très jeune quand même. C'est pas un cas personnel, là, cette fois. Mais l'idée, c'est comment on doit réagir face à ça ? Eh bien, effectivement, d'abord, ne pas rester calme en tant que parent. Considérer que nos enfants grandissent, que ils ont envie d'avoir d'autres expériences. J'ajoute quand même quelque chose d'important. J'ajoute que l'adolescence, elle est précédée de l'enfance et que la qualité de l'adolescence est beaucoup conditionnée par la qualité de l'enfance. Et que, de mon point de vue, un enfant qui arrive à 12, 13, 14 ans sans avoir jamais dormi en dehors du toit parental ou du toit grand-parental, les grands-parents, ça compte pour du beurre, qui n'a jamais passé une nuit en dehors du toit parental ou grand-parental, cet enfant, en devenant adolescent, est en danger. Tout enfant, entre 8 et 9 ans, bon, éventuellement même avant,
c'est bien qu'il ait passé 2-3 nuits dans une famille d'autres, un copain ou une copine, chez des cousins et des cousines, etc., etc., qu'il ait fait l'expérience d'aller découvrir un monde familial différent du sien. Et d'ailleurs, quand il revient, il sera très content, etc. Et ça, c'est une hygiène de vie. Ça facilitera beaucoup pour cet enfant devenu adolescent sa capacité à s'éloigner de ses parents, parce qu'un adolescent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin de se différencier de ses parents, besoin de s'éloigner. Alors effectivement, il peut le faire de manière un peu excessive. Tu as envie cette année, bon, tu es là, on est au mois de juin, c'est un peu tard. Hein, tu aurais pu me prévenir un peu à l'avance. Mais je te promets, pour les vacances de Pâques de l'année prochaine, peut-être qu'on peut organiser ça. Ça s'appelle la souffrance d'un désir non satisfait immédiatement. Mais j'ai pas dit non. J'ai dit, j'entends ta demande, mais là, tu me la formules un peu trop tôt. Trop tard, je veux dire. Et la prochaine fois, après, s'il la formule bien, moi, je suis d'accord pour que tu passes une semaine avec un tel, encadré bien sûr, mais j'aimerais aussi pouvoir qu'on soit en famille ensemble. Donc, on va partager les vacances. Voilà, et avancer comme ça, petit à petit. De même, quand j'étais dans le Poitou-Charentes, que je travaillais à Poitiers, j'étais un peu impressionné par le nombre de parents et d'enfants qui, dans une tradition familiale, qui a peut-être disparu maintenant, je ne sais pas, tous les samedis et tous les dimanches, une fois sur deux, aller chez les grands-parents paternels, une fois sur deux, chez les grands-parents maternels. Alors les enfants, tant qu'ils ont 12-13 ans, ça va. Mais à partir de 12-13 ans, aller chez le papy et la mamie tous les week-ends, ras la casquette, hein, ils en ont marre. Et je voyais des familles qui étaient ulcérés et des grands-parents ulcérés que leurs petits-enfants ne veulent pas venir chez eux. Et ça crée des conflits familiaux majeurs, majeurs. C'est ça, on était dans des formes très rigides. Peut-être que maintenant on est passé dans des formes trop laxistes. Hein. Tout à l'heure on disait à propos des vacances, un exemple que j'ai eu et me racontait un peu ça aussi, voilà une adolescente de 4-15 ans qui avait un épisode dépressif, pas très grave, mais enfin quand même, un fléchissement scolaire, etc. Ses parents étaient des gens, tout à fait bien, intéressés. Et il me le parle pas, au cours de la conversation familiale, le papa me dit, vous comprenez, on était allé, pendant les vacances d'été, on est allé à Rome, c'est la première fois qu'on est allé à Rome, et puis donc, on est allé à Rome, c'est quand même pour aller visiter les musées, et puis, je sais plus comment elle s'appelait, la gamine, elle voulait rester dans la chambre d'hôtel avec son petit frère. On n'est quand même pas venu à Rome pour qu'elle reste dans sa chambre d'hôtel toute la journée. Alors on la traînait, on l'emmenait, elle était 10 mètres derrière nous, elle faisait la gueule, et quand je lui demandais si elle avait aimé, non, c'était nul, j'ai pas aimé. Voilà, comme ça. Ça se passait avec l'adolescente et les parents. Les parents partent dans la salle d'attente, je suis avec l'adolescente. Donc on parle un peu de ses raisons, etc. Et comme ça, je reviens doucement, je dis « Ah, vous êtes allé à Rome ?»« Ah, oui. Parce que je savais qu'elle aimait lire, elle était assez curieuse. Je croyais même qu'elle dessinait, je croyais même qu'elle faisait du dessin. Et je dis quand même, il y a des choses intéressantes au musée. Il n'y a aucun tableau qui vous a... Elle me dit « Si, il y en a qui étaient drôlement bien. » Mais alors, quand mon père m'a demandé si ça me plaisait, je ne sais pas pourquoi, j'étais obligé de lui dire non. Elle m'a dit ça, je ne sais pas pourquoi, j'étais obligé de lui dire non. Réfléchis bien. C'est qu'elle n'est pas caractérielle. C'est qu'elle avait à l'intérieur d'elle un besoin de se différencier. Comme je disais à M. Budrac tout à l'heure, je lui disais, la jouissance du père et la jouissance de la fille, ne peuvent plus aller ensemble. Il faut que la jouissance du papa et la jouissance de la maman, la jouissance du papa et la jouissance de maman, il vaut mieux qu'elle aille ensemble. C'est dur de parler sans notes comme ça. Surtout après 2 heures de... La jouissance de la fille et la jouissance du père, ou la jouissance de la fille et la jouissance de la mère, à l'adolescence, ça ne peut plus aller ensemble. Donc ce qui me fait plaisir ne peut pas faire plaisir à mon père, et ce qui fait plaisir à mon père, ça ne me fait pas plaisir. Et si j'y prends du plaisir, ça doit être un plaisir en cachette. Je ne dois pas le dire. Donc j'étais obligé de dire non. Et c'était intéressant parce qu'elle avait conscience qu'être obligé de dire non, bien sûr, elle a fait une psychothérapie après parce que ça l'a fait. Mais pourquoi j'étais obligé de dire non? Ça l'a interpellée. Alors on n'a pas énoncé ça comme je suis en train de vous l'énoncer parce que c'est violent pour une adolescente comme ça du jour au lendemain. J'espère qu'il n'y en a pas trop là des adolescents qui entendent ce que je dis. Mais elle était pleine de réflexion, donc ça l'a aidée à avancer. Puis elle est sortie de son état dépressif, elle s'est remise à faire des choses, voilà. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Je fais juste une parenthèse sur ce que vous venez de dire. Vous espérez qu'il n'y en a pas trop dans la...
La vidéo là qu'on est en train de capter tout de suite là, est-ce que vous conseillez de la regarder à la fin de la semaine avec ses ados ou avec ses enfants ou pas? Si, laissez les ados seuls en parler. Les ados n'aiment pas qu'on parle d'eux parce qu'ils ont l'impression qu'on les décortique comme qu'on les instrumentalise. Et ils n'aiment pas ça du tout. Ils ont raison. Ils se sont dans. Puis moi, je suis un vieux schnock, voilà. Donc ils n'aiment pas. Ils sont assez défensifs. Et donc les laisser regarder seuls, je sais pas si. Ensemble, à plusieurs, tu es d'accord avec ça, qu'est-ce qu'il dit, comment tu le penses, et en faire un échange, ça peut être intéressant. Évidemment, ils diront qu'ils ne sont pas du tout d'accord, que je suis con, que je ne sais pas ce que je dis, mais bon, c'est grave. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions dans la salle? Oui, là, au milieu là-bas. Bonsoir. Moi, j'avais comme questionnement de savoir ce que vous constatez après tout ce que vous nous avez dit ce soir dans les futurs psychiatres, psychologues, dans leur formation avec les nouvelles générations, justement, et avec tout ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous voyez déjà il y a un impact ou des modifications dans justement la considération des individus? Question extrêmement complexe et extrêmement pertinente. D'abord, très, très concrètement, quand j'étais en fonction, on était 1700, 1800 pédopsychiatres en titre, avec le titre de pédopsychiatre. Être pédopsychiatre, ça veut dire qu'on a fait médecine, qu'on a fait 4 ans de psychiatrie, qu'on a fait 2 ans supplémentaires de pédopsychiatrie pour être pédopsychiatre. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est neurologue, pédiatre et psychiatre. Moi, voilà, j'ai fait les 3 spécialités avant d'être pédopsychiatre. Mais c'était il y a assez longtemps. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 à 400, moins de 500 pédopsychiatres, dont 80% ont plus de 60 ans. Donc si on continue comme ça, les pédopsychiatres vont disparaître. Donc déjà, il y a un problème. Alors certes, on commence à en fabriquer beaucoup plus depuis une dizaine d'années. Mais pour fabriquer un pédopsychiatre et pour qu'il ait une forme de compétence et d'aisance relationnelle, il faut quand même 10 ou 12 ans. Donc ça va demander du temps et c'est d'autant plus compliqué qu'on n'arrête pas de nous demander des choses supplémentaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une idéologie qui a envahi les sciences sociales. C'est l'idéologie des sciences psychologiques. C'est l'idéologie du cerveau. En 1950, il y avait ce qu'on appelait la neuropsychiatrie. C'est-à-dire, parce que malgré tout, si je vous coupe la tête, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas penser. Donc incontestablement, le langage, la pensée, ça provient du cerveau. Mais est-ce que toute la pensée est dans votre cerveau, ou est-ce que quand on pense aussi, quand l'institutrice dit votre enfant n'est pas autonome, c'est elle qui le pense. Mais elle n'aurait pas dit ça il y a 50 ans. Et si elle dit ça aujourd'hui, c'est parce que cette pensée lui a été mise dans son cerveau par le lien social. Donc le psychisme, c'est tout ce qui nous relie aux autres au-delà du cerveau. Si on n'avait pas de... Par exemple, si je vous dis, vous êtes un esprit ouvert, le psychisme et l'esprit. Un esprit ouvert, tout le monde entend un esprit ouvert, c'est quelqu'un qui comprend les subtilités, etc. Si je vous dis, vous avez un cerveau ouvert, c'est que vous êtes sur la table d'opération et qu'on est en train de charcuter votre cerveau. Quand on a 2 mots dans la langue et qu'on ne peut pas les remplacer l'un par l'autre, ça veut dire que ces 2 mots disent 2 choses différentes, 2 réalités différentes. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'enquister, d'enfermer le psychisme dans le seul cerveau de l'individu. Parce que le cerveau, c'est un organe singulier de chacun. Nous avons chacun un cerveau enfermé dans une boîte crânienne. Avec l'idée que notre cerveau, il est là dans notre cerveau, il est le produit de nos gènes, ça s'appelle la neuropsychologie et la neuropsychiatrie. Il y a une réduction très grave actuellement du psychisme au cérébral. Le psychisme au cérébral. Et cette réduction, elle est dramatique parce qu'elle conduit à des traitements, la plupart du temps médicamenteux. Or, traitement, ça devient de tractarer, tirer avec violence. Soin, ça vient de sogne, prendre l'autre en souci et prendre l'autre en souci de soin. Actuellement, les Anglais et les Américains, ils disent le cure et le care. Le cure, c'est le traitement et le care, c'est le soin. Actuellement, le soin est maltraité parce que pas rentable et parce que idéologiquement dévalorisé, parce que on est chacun avec notre cerveau dans notre boîte crânienne. Ce qui est une hérésie, parce que 80% de notre cerveau,
c'est ce que disent les scientifiques spécialistes du cerveau, 80% de notre cerveau, c'est ce qu'ils appellent le cerveau social. Notre cerveau est un organe destiné à comprendre l'autre. La grosse partie de notre cerveau, c'est tenter de comprendre les intentions de l'autre. C'est ça. Et donc, le psychisme, c'est la mise en pensée de ce travail d'intentionnalité. Et donc, être psychiatre, c'est travailler justement, pas seulement sur le cerveau, mais sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. Moi, je suis pédopsychiatre et je suis convaincu que l'être humain, le bébé, il naît, il s'organise, il se structure dans les liens aux autres. Un bébé, vous le foutez tout seul dans un coin, il ne va pas survivre. Eh bien, et si vous lui parlez jamais, il ne va pas parler. Et donc, effectivement, ce lien aux autres, c'est ce qui nous rend humains. Et c'est ce qu'on est en train de transformer en pathologie, la pathologie de la dépendance. De mon point de vue, notre société et l'idéologie de notre société nous embarquent dans des individualismes qui nous satisfont chacun, mais qui sont collectivement un poison social. Et je ne sais pas, moi, je n'ai pas la solution à ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais peut-être un peu. En grande partie. J'en sais pas plus sur les nouvelles générations. Alors, les nouvelles générations. Alors oui, les nouvelles générations, eh bien, comme toujours, c'est le miroir aux alouettes. Et comme pour être nommé, il faut publier. Comme pour être... ils sont omnubilés et envahis par le neuropsychologie. Et vous avez effectivement aujourd'hui les 10 calculi, dysphasie, etc. C'est tellement pratique de dire que c'est génétique ou c'est dans le cerveau de l'enfant. Tout le monde est exonéré. C'est plus l'école qui fait des bêtises, c'est plus l'enseignant qui s'y prend mal, c'est plus l'élève ou les parents qui sont ceci, là. C'est le cerveau de l'enfant. Et on va lui donner quoi? Alors le problème là où la neuropsychologie se prend les pieds dans le tapis, c'est qu'elle arrête pas de dire dysphasie, dyslexie, dysmachin, dystruc, dysmuche. Mais quel est le traitement de tout ça? C'est des relations, des rééducations, c'est de l'orthophonie, c'est de la psychomotricité, c'est de la relaxation, c'est etc. C'est-à-dire que c'est un lien humain. C'est ça qui marche. Les pilules, ça marche pas. L'ADHD, l'hyperactivité, vous donnez des amphétamines, ça rend l'enfant moins victime de son agitation. Et ça permet de mettre en place des soins psychologiques, psychothérapie, rééducation, qui ne tiennent pas quand il n'y a pas ça. Donc je ne critique pas les psychostimulants dans les cas graves, où c'est vraiment indiqué. Et d'ailleurs, quand on donne des psychostimulants, Ritaline et autres, à des enfants qui ont vraiment des troubles d'hyperactivité majeure, eux-mêmes, ils veulent prendre le traitement. Et quand leurs parents oublient, et curieusement, les parents oublient plus souvent que les gamins, et les enfants disent « Tu as oublié de me donner mon traitement ». Et après, ils peuvent... Pourquoi? Parce que quand ils ont pris leur traitement, ils peuvent enfin jouer avec les autres. Ils peuvent enfin se retrouver une place dans la société. Ils peuvent enfin réapprendre correctement à l'école, etc. Et ils sont contents. Ils sont contents. Mais derrière ces hyperactivités massives, qu'est-ce qu'on trouve? C'est pas le cerveau qui est lésé. Aucune étude aujourd'hui n'a fait la preuve d'une lésion. Ça a fait la preuve d'un déséquilibre dans les neurotransmetteurs. Un déséquilibre dans les neurotransmetteurs, c'est pas une lésion. C'est autre chose. Et aucune étude n'a fait la preuve d'une lésion cérébrale, mais en revanche, on continue à faire comme s'il y avait une lésion cérébrale. Je pourrais vous en parler pendant 3 heures de ce problème. Vous avez compris aussi que je suis... voilà. On les a pas les 3 heures, on les a pas. Une autre question? Ah oui, une autre question dans la salle, juste à côté. Bonsoir. Bonsoir. Je vais revenir du très terre à terre. C'est bien d'avoir les pieds sur terre, comme disait Coluche, hein, l'important c'est d'avoir les pieds sur terre. J'ai un préadolescent à la maison de 12 ans et il se compare beaucoup à ses autres copains. Mes amis, mes copines laissent le choix vestimentaire le matin à leurs enfants. Le mien n'a surtout pas envie que je lui laisse le choix. Il a envie que je le fasse choisir, que je choisisse à sa place. Et je suis très critiquée par mes amis, mes copines. Du coup, parce que son copain, il avait un pull de ski au mois de juin, des chaussettes de ski. Du coup, il a eu très chaud. Et du coup, sa mère lui a dit tant pis, c'est toi qui as choisi, tu te débrouilles. Le mien n'a surtout pas envie de ça. Et du coup, je suis un peu tiraillée avec ça sur le choix. Donc, je choisis pour lui. Je lui donne plusieurs choix qu'il choisisse. Mais bon, 12 ans... moi, je vais vous donner un conseil. Hein. Je vais vous donner un conseil extrêmement simple. Choisissez d'autres copines.
Non, parce que c'est très bien, très intéressant ce que dit madame. Vous voyez la pression normative de la société. Madame, pour des raisons qui lui appartiennent, et cet enfant de 12 ans est content de ce moment, et il n'a pas envie de se prendre la tête avec, je vous expliquerai autre chose, avec ça, le matin, il a peut-être envie de penser à autre chose à quelle tenue il va mettre, et il délègue à sa maman le truc, et puis il trouve qu'il s'en porte bien. Bon, quelle critique à formuler. Mais les parents, vos copines, parce qu'elles sont l'esclave du choix de leur gamin, elles voudraient vous rendre esclave de la même manière. Et elles vous critiquent. Alors, soit changez de copine, soit dites, allez donc écouter Monsieur Marcelli, soit prenez la synthèse, je dis, c'est drôle parce que comme je ne suis pas tout à fait comme vous voulez absolument que je sois comme vous, et en même temps, vous n'arrêtez pas de vous plaindre que vos enfants n'arrêtent pas de faire comme les autres. Parce qu'elles s'en plaignent, que leurs enfants faussent les moutons. Vous voyez, il faut doucement, sans que ça soit trop agressif, mais je fais confiance à votre subtilité, pour leur renvoyer la balle. Mais c'est violent et méchant. C'est violent et méchant. C'est pour ça que ma première truc a été de dire, elle a qu'à changer de copine. J'espère qu'elle n'est pas à côté de vous. Elles m'en tiennent pas rigueur, mais bon, moi, ça me fait rigoler que son fils ait un pull de ski au mois de juin, quoi. Mais ça vous fait rigoler parce que vous avez probablement une assise personnelle, une base, un socle on va dire de tranquillité ou comme ça, qui vous permet d'affronter ça. Mais si vous étiez dans une incertitude, dans une anxiété, dans quelque chose, peut-être que vous vous mettriez à douter de vous-même et à vouloir vous aligner sur la doxa commune. Je doute quand même, des fois. Ah ben j'espère. Non, je doute surtout parce qu'à 12 ans, on a cette pression, comme vous dites, la pression sociale, de les mettre dans des cases, mais même au niveau scolaire. C'est très, très compliqué au niveau scolaire. Oui. Les mettre dans des collèges compliqués avec des normes, même s'il n'y a plus des notes maintenant, c'est des compétences. Donc ça, c'est très compliqué de suivre, et surtout quand on a un enfant qui est rêveur, qui pense à plein d'autres choses imaginaires, et même à 12 ans. Hein, donc vous êtes en train d'expliquer pourquoi lui, ça l'emmerde de choisir ses vêtements. Il préfère rêver à écrire son journal ou je ne sais quoi, rêver à une poésie et être dans un monde imaginaire et un monde créatif qui lui paraît plus intéressant que d'avoir un tel pull ou etc. Donc c'est tout. Et effectivement, cette différence, ça doit être cultivé. Alors le problème au collège, et les enfants un peu différents des autres souffrent, parce qu'il y a une pression normative au collège, ils sont féroces les jeunes entre eux. Et s'il y en a un qui est un peu différent des autres, le harcèlement arrive très vite. Donc il faut que vous sachiez que si votre enfant est un rêveur un peu comme ça, il faut lui dire, bon, les autres ne sont pas tous comme toi tu es un peu différent, mais si jamais à cause de ta différence on t'ennuie, n'hésite pas à le dire à quelqu'un ou à nous le dire, parce que ça peut arriver. Voilà, il faut lui dire ça gentiment, d'une manière positive, pas d'une manière négative. Parce que dès qu'il y a un enfant différent des autres, au collège, ils sont redoutables. Hein. Si l'équipe pédagogique n'est pas vigilante et ne tient pas le collège, ça part vite en vrille. Je suis vigilante. Je crois que vous pourrez aussi montrer la vidéo de ce soir à vos copines. Ça pourra toujours servir. Elles vont pas m'apprécier, les copines. Hein. J'ai une autre situation très terre-à-terre aussi à vous soumettre. En cas de séparation des parents, si un enfant dit qu'il ne veut plus aller chez son père ou chez sa mère, est-ce qu'on doit arrêter de l'envoyer ? Pour moi, votre question ne veut rien dire, parce qu'un enfant, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 12 ans, un enfant de 15 ans. Je ne sais pas ce que c'est qu'un enfant. C'est ça la première difficulté. C'est que les besoins développementaux varient et les positions éducatives varient. Et donc, effectivement, on ne va pas répondre de la même manière à un enfant de 5 ans, par 7 ans, 8 ans, 15 ans. D'accord. Et d'autre part, on ne va pas répondre de la même manière si la séparation, c'est depuis 6 mois, ou depuis 4 ans, ou depuis 7 ans. La plupart, par exemple, dans le cas de la garde alternée, dont vous savez aujourd'hui qu'il y a un projet que ça devienne la proposition première que les juges des affaires familiales prononceront. Et ce n'est que si les parents refusent
qui pourront après donner un autre mode de garde. Actuellement, c'est plutôt la garde à la maman et les visites au papa. C'est ça le standard sociétal. Le standard sociétal plus futur, ça serait garde alternée. Alors la garde alternée, moi j'ai rien contre. C'est un bon principe qui permet surtout aux papas de conserver leurs fonctions. Et je vais peut-être le dire, ça c'est l'énoncé positif, maintenant l'énoncé négatif, qui oblige les pères à maintenir leurs fonctions. Voilà, ça c'est le côté positif. Mais la garde alternée, ça fait que les deux parents qui se sont séparés auront 1000 fois plus d'occasions d'échanger et de se rencontrer que du temps où ils étaient mariés. Parce qu'il faut sans arrêt parler des bagages, des ceci, des cela. Enfin, il y a une foultitude de raisons pour lesquelles on est obligé de se mettre en commun là où on vient de se séparer. Donc c'est un peu contradictoire. Et du côté de l'enfant, si les petits jusqu'à 11-12 ans s'accommodent assez bien de la garde alternée, parce qu'ils sont avec les parents, à partir des années collège et à partir justement de l'adolescence, ce qu'ils veulent c'est leurs copains et ce qu'ils veulent c'est un endroit unique. Et souvent, ils demandent à leurs parents assez qu'ils en ont marre de la garde alternée et qu'ils veulent s'installer chez un parent plutôt que d'être dans ce va-et-vient. Donc ce qui veut dire aussi qu'il faut être capable de changer. Et pour moi, quand on a divorcé et qu'on a posé des conditions de garde, ça devrait être réévalué, mais une réévaluation pas pathologique, pas judiciaire, une réévaluation régulière. Au bout de 2 ans, est-ce que vous êtes satisfait? Comment vous voyez évoluer les choses? Est-ce que vous avez envie que ça change? Aussi bien demander à l'enfant que demander aux parents. Et d'évoluer comme ça, c'est la vie, ça. C'est pas, voilà. Et, alors, mais il faudrait pas que ça soit judiciaire c'est pas parce que on n'est pas content. Voilà. Donc, moi, je pense que les enfants, quand les parents ne considèrent pas que l'enfant est un otage entre eux et qui s'entendent à peu près correctement, ça se passe bien. Et puis alors, je voudrais, puisque vous me posez ces questions, ce qui est important pour moi, je pense qu'il y a des parents qui sont séparés ici, ce qui est important pour moi quand les couples se sont séparés, c'est que chaque parent, après la séparation, fasse le deuil de l'idée qu'il a du bon père ou de la bonne mère. Quand une maman se sépare, elle doit faire le deuil que le père de ses enfants n'est pas le père imaginaire qu'elle a dans la tête. Quand un père se sépare, il doit faire le deuil de l'idée que la mère de ses enfants n'est pas la mère telle que lui s'imagine. La plupart des conflits persistants dans les couples, c'est que un des parents, parfois, veut absolument que l'autre parent se comporte comme lui veut qu'il se comporte. Ça, c'est l'incapacité à faire le deuil du parent imaginaire. Et ça, c'est très compliqué. Beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Et c'est un vrai travail de renoncement quand on a divorcé. Son père est comme ça, c'est son père, je dois accepter. Il fait peut-être pas tout ce que moi j'aimerais qu'un père fasse, mais c'est son père. Sa mère fait comme ça, je dois accepter. Alors, j'ajoute, je précise, on est dans le cadre de la normalité. On n'est pas avec des gens qui tabassent les gamins ou qui abusent sexuellement des gosses. Je ne parle pas d'anomalies comme ça. Je parle de trucs ordinaires de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est faire le deuil de ce qu'on imagine être l'autre parent, de ce qu'on voudrait que l'autre parent soit. C'est très important. Et la plupart des divorces qui se passent mal, et des séparations qui se passent mal avec les enfants, c'est le maintien de ça. Très bien. Il est 22h30. Est-ce qu'il y a une dernière peut-être question ou réaction dans la salle? Oui. Le micro arrive. Bougez pas. Voilà. Merci. C'est à nouveau une petite digression sur le sujet de ce soir. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, ou alors il y avait une petite ambiguïté tout à l'heure quand une dame vous a posé une question sur les pathologies que l'on constate comme étant moins fréquentes et celles comme étant plus fréquentes et qui, d'après ce que j'ai compris de la question, seraient liées aux nouveaux grands principes éducatifs. Vous avez fait brièvement référence au TDAH et aux troubles du spectre de l'autisme. Je veux être bien sûre de comprendre qu'en aucune façon, l'augmentation de la fréquence des diagnostics de ces deux pathologies n'est dans votre esprit liée à ces principes éducatifs. Votre question sous-entend que ces pathologies seraient à 100%
liées au cerveau et aux anomalies génétiques ou neuroendocriniennes? Absolument pas. Alors ils sont là à quoi? Ils sont liés à quoi? Elles peuvent être au moins plurifactorielles, en tout cas absolument pas liées par une causalité, par les principes éducatifs que vous aviez évoqués. Alors, vous venez de prononcer un mot extrêmement fondamental, polyfactoriel, plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Prenons l'instabilité et prenons d'un autre côté l'inhibition. Je dis souvent, comme ça, on est passé des pathologies de l'inhibition aux pathologies de l'exhibition. Jadis, on contraignait les enfants, comme je vous l'ai dit, et dans la palette des arcs-en-ciel des compétences physiologiques et des compétences neuropsychologiques, il y a des enfants différents à la naissance. Il y a des enfants plus actifs, des enfants plus observateurs, des enfants plus lents, des enfants plus rapides. C'est incontestable qu'un enfant très rapide dans l'éducation antérieure, ça peut le contenir et ça peut lui éviter de déraper. Un enfant très rapide dans l'éducation aujourd'hui, il peut partir dans tous les sens. Un enfant lent et un peu craintif, dans l'éducation de jadis, il était complètement coincé et aggravé. Un enfant lent et un peu craintif, dans l'éducation d'aujourd'hui, il peut être épanoui. Donc il faut être pédopsychiatre, c'est pas être raisonné sur des seuls facteurs. Je dis simplement que dans la palette des expressions, les conditions éducatives jouent un rôle. Je vais être simple. Le TADA, ça explose et il y en a de plus en plus. Je ne pense pas que le cerveau humain, les neurotransmetteurs, les conditions physiologiques du développement du cerveau aient changé en 2 générations ou 3 générations. Ce que je constate, c'est que les conditions d'éducation ont changé de manière massive. Et qu'effectivement, ces conditions d'éducation peuvent peut-être aussi être prises en compte. D'autant que il n'y a pas de, comme je l'ai dit, la Ritaline, pour l'avoir utilisée, c'est pas un médicament miracle. Et à ce jour, aucun médicament dans le domaine psychique ne guérit une pathologie mentale. Les médicaments peuvent estomper les phases aiguës, mais pas guérir les maladies. Il y a eu des études très intéressantes sur les neuroleptiques et les antipsychotiques. Les antipsychotiques n'ont pas fait disparaître les schizophrénies et les psychoses. Les antipsychotiques permettent aux schizophrènes et aux psychotiques de vivre mieux, mais n'ont pas fait disparaître les pathologies. En revanche, les soins associés aux antipsychotiques, les soins relationnels, ont amélioré sensiblement ces patients. Donc il faut arrêter d'être dans cette tour. Et ce que je dis, c'est que la neuropsychologie actuelle veut faire du cerveau la seule source des perturbations et de l'origine des pathologies. L'autisme, il est dans les gènes, il est dans les sorties de là. D'ailleurs, il y a même certaines idéologues de l'autisme disent que l'autisme est une maladie dont on ne peut pas guérir. C'est définitif. Moi, je trouve que c'est dramatique de dire ça. C'est une condamnation à vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ça veut dire, si je peux me permettre, que l'autisme aujourd'hui n'est pas considéré comme une maladie. Donc je pense que vous avez tout à fait connaissance des études de certains de vos confrères et consoeurs, notamment la cohorte Marianne, qui est donc avec une approche tout à fait plurifactorielle de votre concert à Maria Bagdadli, qui est donc pédopsychiatre et également à Montpellier, exactement. Donc alors, ce que dit, voilà, c'est il faudrait que simplement vous avez une ligne d'approche qui est tout à fait différente. Ah oui, ça je peux vous dire qu'elle est, ça je peux vous dire qu'elle est très différente de la sienne. Alors les patients neurotypiques. Vous êtes excusez-moi, vous êtes médecin, vous êtes Non, je ne suis pas médecin. D'accord. Les patients neurotypiques, ce qu'on appelle les êtres humains neurotypiques. Les êtres humains neurotypiques, c'est de se comporter comme un type particulier, et les autistes ne sont pas neurotypiques. Ils ont d'autres formes de pensée et d'autres formes. C'est comme les aveugles, ils voient pas, donc ils ont d'autres manières d'appréhender. Les sourds de la même manière. Et donc effectivement, l'autiste, il a une manière d'appréhender la relation à l'autre qui est fondamentalement différente de quelqu'un qui est comme vous et moi. Et donc il faut considérer que cette forme-là, c'est une particularité,
tout comme il y a des particularités en termes de couleur de peau, il y a des particularités en termes de déficience sensorielle et des particularités en termes de couleur de cheveux. Bon, moi j'ai vécu 50 ans et j'ai vu beaucoup d'enfants autistes. J'ai créé le centre de ressources autisme de Poitiers. Et si les autistes étaient des enfants épanouis, heureux, contents, bien dans leur peau, sans crise d'angoisse et tranquilles, et avec appréhendant la vie d'une manière agréable, pour eux, j'entends, moi je dirais, très bien, ils ont leur vie. J'en ai pas vraiment rencontré beaucoup comme ça. Alors il faut, à mon avis, être un peu arrêté d'être dans ces versions idéologiques. Alors, je ne sais pas d'où vient l'autisme. Je n'ai aucune idée de l'étiologie de l'autisme. Ce que je sais, c'est qu'il est probablement multifactoriel, et que moi, j'essaye de tirer dans ce multifactoriel les éléments qui nous permettent de travailler avec ces enfants pour qu'ils se sentent mieux. C'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, quand vous avez des autistes, quel est le traitement? En dehors, il n'y a pas de médicaments. J'ai passé 60 ans avec l'autisme. Tous les 5 ans, il y avait le médicament miracle. Alors ça y est, c'était... Et puis au bout de 5 ans, ça disparaissait. Puis il y a un autre médicament miracle. J'en suis au moins au 7e ou 8e médicament miracle. Et donc, en revanche, qu'est-ce qu'on dit? C'est les techniques à bas, c'est les techniques ceci, les techniques cela. C'est quoi ça? C'est des techniques relationnelles. C'est des techniques relationnelles. Pas trop les stimuler, pas trop leur mettre d'ambiance compliquée, pas trop leur mettre une foule parce qu'ils sont dispersés, et puis petit à petit, leur permettre de réintégrer les choses. C'est un soin psychique, ça, que je sache. Simplement, si je dis psychique, c'est cacaboudin, et un certain nombre de gens, parce qu'ils sont dans le neuro pur, vont se mettre en colère. Bon, qu'ils se mettent en colère, si c'est leur problème, moi ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aider les autistes. Tous les autistes. Je vous propose d'arrêter là. Oui, il y a une dame là qui... Bon, on a encore un peu de temps. Moi, je suis là jusqu'à 3h du matin, si vous voulez. Mais vous avez le droit de partir, ceux qui ont envie de s'en aller. On va finir à 3. Vous n'êtes pas obligé de rester. Je vais faire très rapide parce que c'est pas une question, plus une réaction. Moi, je suis venue ce soir un peu par hasard, en tant que maman initialement. De métier, je suis jeune interne en pédopsychiatrie ici sur la Bourrie. Je voulais sincèrement vous remercier pour votre intervention. C'était extrêmement intéressant, inspirant, stimulant. J'ai souvent entendu parler de vous, mais je vous avais jamais entendu en intervention. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça va me faire beaucoup réfléchir sur ma pratique future. Et juste pour rebondir sur la question de la dame à côté, même si j'ai fait encore que quelques semestres, je suis passée déjà plusieurs fois dans les services de pédopsychiatrie, je peux totalement vous rejoindre sur le fait que les quelques stages que j'ai faits m'ont déjà fait comprendre que l'expression des pathologies était totalement impactée par l'éducation, le social, l'environnement. Et je crois que justement l'expression plurifactorielle, ça vient justement expliquer que y a pas que le côté génétique ou cérébral qui explique les pathologies, et que très clairement l'environnement et l'éducation qu'on va donner à un jeune va pas du tout donner la même expression d'un enfant à un autre. Ça ne veut pas dire que ça a été créé par l'éducation, ça on vous rejoint totalement, mais très clairement le contexte éducatif joue énormément sur l'expression de la pathologie. Ouais, je me permets de parler au nom du professeur Mercier, mais je pense que c'est ce qu'il disait. C'était peut-être pas très clair, mais moi en tout cas je l'ai compris comme ça. Voilà. Merci jeune interne, et je suis content de voir que nous avons des internes de pédopsychiatrie passionnés et qui se passionnent. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous propose d'arrêter là et de remercier chaleureusement le professeur Marcelli. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous laisse maintenant aller regarder le résultat des élections américaines parce que c'est maintenant. Bonne soirée.